Salut, bienvenue à tous à cette semaine 3, civilisation occidentale, la Grèce antique, on est rendu là, mais avant, je fais une petite capsule de méthodologie comme je vous l'avais promis. Donc, ce que je vous demande de me remettre à la semaine 4, donc la semaine prochaine, avant minuit, sur le Léa, c'est tout simplement la première version, une version préliminaire de votre travail. Tout simplement, comme je vous l'ai dit là au premier cours, c'est pour m'assurer que vous commencez à travailler, pour m'assurer que vous êtes dans la bonne direction, c'est-à-dire que des fois on a une idée en tête, mais c'est pas forcément ça qui est demandé comme travail, ça arrive. Donc, c'est aussi pour m'assurer là, que vous avez des premières étapes de fait. Et aussi parce qu'on va se rencontrer à la semaine 6 au retour de la semaine de relâche, en rencontre individuelle sur Teams pour justement reparler. Généralement, c'est juste des problématiques que je reparle parce que le reste, ça va plutôt bien, là, vos plans. Le but, donc, c'est vraiment là, je vais enlever ma face, je vais vous mettre les différents éléments. Je veux vraiment, donc, en premier lieu, une page titre. Toutes les présentations de travaux devraient commencer par une page titre. Voici un exemple. Ce document-là, vous l'avez d'ailleurs dans le Léa hein, depuis le début de la session, une semaine avant le début de la session. La page titre, évidemment, là, c'est des informations facultatives. Je vous demande de mettre celles qui sont véridiques pour notre cours à nous. Ensuite, la deuxième page, c'est le plan. Le plan, il faut vraiment qu'il ait cette forme-là. Donc, introduction, là, vous mettez juste des mots-clés dans ce premier plan préliminaire-là. Je ne veux pas de phrase complète, c'est pas nécessaire. Vous mettez seulement des mots-clés, pour savoir de quoi vous allez parler. Donc, sujet amené, hein, quelque chose de large sur la période historique, par exemple, pendant laquelle ça se passe. Sujet posé, sujet divisé. Donc, sujet posé de c'est quoi votre sujet, si vous parlez d'Abraham Lincoln, si vous parlez de peu importe quoi. Et divisé, ben, c'est vos trois aspects, vos trois paragraphes de développement que vous allez me faire par la suite. Euh, Ensuite, votre problématique, c'est vraiment votre question de recherche. En fait, la problématique, quand je lis votre problématique, je devrais savoir qu'est-ce que vous allez faire comme travail. C'est quoi l'optique, c'est quoi l'angle de vue de votre travail, de ce qui va être abordé dans ce travail de développement-là. Donc, c'est souvent ça que c'est un petit peu plus difficile, c'est normal, vous êtes en apprentissage pour ça. Donc, posez-vous une question sur votre personnage. C'est quoi son rôle dans telle situation? C'est quoi son rôle? C'est quoi sa vie? Est-ce que c'est un inventeur? Est-ce que c'est un pharaon? Est-ce que ça dépend? Chacun de vos cas est particulier, mais c'est vraiment la question centrale à laquelle vous allez tenter de répondre par votre développement. Donc, si je prends l'exemple, je sais pas, je vais prendre Staline parce que c'est un exemple que je connais bien. Donc, quel a été le rôle de Staline dans l'établissement d'une dictature en URSS? Mais là, je pourrais prendre donc aspect 1, ça va être la succession de Lénine. Ensuite, aspect 2, les plans quinquennaux. Et aspect 3, son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ces trois aspects-là, ces trois paragraphes de développement-là vont me servir à répondre à ma question. Ma question, c'est quel est le rôle de Staline pour l'établissement d'une dictature en URSS? Donc, juste avec cette question, cette problématique-là, cette question de recherche-là, je sais de quoi le travail sur quoi le travail va porter, de quoi ça va parler. Donc, c'est un petit peu ça il faut que vous ayez en tête pour établir votre problématique. Mais comme je vous dis, premièrement, c'est une version préliminaire que vous me remettez. Et deuxièmement, on va en reparler de vive voix à la semaine 6 avec nos rencontres. Je trouve ça important de le faire, je m'en suis rendu compte au fil du temps. Là. Ça fait vraiment une bonne différence. Puis ça vous permet d'aller pour vrai dans la bonne direction. Fait que le travail est plus agréable là, plutôt que de patiner dans le vide un peu et de pas trop savoir où est-ce que vous vous en allez. Donc, le plan va vraiment avoir cette structure-là. Ensuite, je veux 5 fiches. Les fiches aussi, le document là, que je vous présente, c'est pas des suggestions. Je veux vraiment que vos fiches soient comme ça. Donc, avec votre nom en haut à gauche et les informations du livre que vous avez pris une ligne en dessous et vraiment un copier-coller de votre citation. Donc là, je ne vous demande pas de reformuler. Je vous avais dit attention au plagiat. Là, je ne vous demande pas de reformuler. C'est vraiment dans ces fiches-là, en fait, c'est dans mon livre ou dans mon article de journal que j'ai lu ou dans mon article d'encyclopédie que j'ai lu, il y a telle section, je sais que ça va m'être utile pour répondre à ma question. Donc, je la prends, je la copie et je la colle là. Ensuite, quand vous allez faire votre rédaction plus tard, vous pouvez la reprendre telle qu'elle, la mettre entre parenthèses, faire une citation en bas de page, ou vous allez tout simplement devoir faire un travail de reformulation de ces informations-là, mais vous aurez plus à chercher rendu là, parce qu'au final, vous allez avoir 12 fiches à me remettre. C'est à peu près ça que je vous demande, là, 12 à 15 citations dans le travail au total. Donc, ça aussi, c'est pour vous aider à vous structurer.
Et je veux vraiment que dans votre document, là, elle dit là de ça. Donc, vous faites insertion, tableau, une, une colonne de largeur, pour une en dessous de l'autre, je vais finir par le dire. En haut, les informations du livre et votre nom à vous. En bas, les informations de la citation avec le numéro de la fiche en bas à droite. Et finalement, une médiagraphie. Une médiagraphie, comment ça fonctionne? Ça fonctionne toujours de la même façon. Le nom de famille de l'auteur en premier, virgule, le prénom, virgule, le titre. Le titre, vous le mettez en italique. Et ensuite, la maison d'édition, le lieu d'édition, donc, je sais pas, la courte échelle, Montréal, l'année de parution, 2019, et le nombre de pages du livre au total. C'est-à-dire, maintenant, le livre, il y a 315 pages, je vais vous marquer 315 pages. C'est quand vous allez faire votre citation dans le texte que vous allez marquer la page à laquelle la citation, vous l'avez prise. C'est la page que vous marquez dans votre fiche, par la même occasion, la page de la citation. Donc, je veux 5 fiches, la médiagraphie, tout ça dans un seul document, vous me le remettez sur le Léa. Et faites attention, je veux aussi, là, sur les fiches, je veux une encyclopédie, un ouvrage général, vous avez un manuel pour le cours, servez-vous-en. Je veux une ou deux monographies ou une ou deux revues spécialisées. Je vous ai mis dans le plan de cours également des bases de recherche pour des articles. Vous avez accès à la bibliothèque du Cégep. Donc, vous avez vraiment différentes possibilités. Ça peut être 2 encyclopédies, ça peut être 2 ouvrages généraux, peu importe. Mais je veux au moins une encyclopédie, au moins un ouvrage général, au moins une monographie. Une monographie, c'est un livre sur votre sujet spécifiquement. Et un article scientifique, donc pas de Wikipédia évidemment. Scientifique, ça veut dire des revues spécialisées tout simplement. Et ça vous prend une 5e fiche, donc une deuxième source du même type que les 4 que je viens de mentionner. Fin de la bulle méthodologie. Ça, vous en sauvez un peu aussi. J'en ferai pas mal plus en classe. J'en ferai un petit peu à chaque cours. Mais je trouvais ça important de replacer ça. Vous me remettez tout ça sur le Léa. Vous me donnez une semaine. Je vais essayer de faire ça en une semaine pour vous le remettre pendant la semaine de relâche. Comme ça, vous aurez le temps de revoir mes commentaires, de lire mes commentaires. Et quand on aura nos rencontres individuelles, ben là, on va pouvoir jaser parce qu'on va être rendu au même point sur vos travaux. On va savoir de quoi on parle les deux. Les 36, 37 et moi. On va savoir de quoi on jase. Donc, fin de la bulle méthodologie, j'embarque sans plus tarder parce que, écoutez, sur le Grèce antique, vous pouvez prendre un cours d'une session complète à l'université là-dessus. Je vais essayer de faire peut-être un survol des dieux à la fin. Je vais voir le temps que ça prend parce que je ne veux pas vous surcharger de matière non plus. Mais je pourrais faire un deuxième cours sur la mythologie, sur la théogonie et ainsi de suite. Théogonie, la création de l'univers et de la Terre. Donc je pourrais faire un autre cours complet juste là-dessus, tellement la mythologie grecque, elle est riche, un petit peu comme la mythologie égyptienne. Mais je vais essayer de vous condenser ça. Il va y avoir des survols aussi de choses que vous avez déjà vues, là, donc la démocratie à Athènes, tout ça. Mais c'est pas mal plus complexe que ça, l'histoire générale là, de notre Grèce antique. Donc, sans plus tarder, on plonge dans le prédit. Évidemment, il faut se souvenir, hein, je me fais un devoir à chaque fois de vous le rappeler, on a des influences extérieures, on les a vues la semaine passée, donc notre civilisation minoenne, hein, ça c'est vraiment juste pour se réactiver le cerveau, savoir où on était la semaine passée. On a parlé donc de l'île de Crète, hein, qui est en bas sur ma carte, avec le roi Minos. Le roi, on ne sait pas trop si c'est un vrai roi qui existait ou pas, ou si c'est juste une légende. Je parle de Minos là parce que je vais vous en reparler de ce Minos là un petit peu plus tard. Et vous le voyez, hein, donc une statue qui a été faite par les Grecs, évidemment, là, pour représenter ce roi-là. C'est pour ça qu'on le connaît aussi bien. Il est très présent dans la mythologie grecque, justement. C'est où que ça se passait? Ça se passait donc sur l'île de Crète. Je vous ai montré des photos, mais on peut pas y aller cette année avec les restrictions de voyage et tout ça. Mais j'en profite pour essayer de vous faire rêver un peu. La Méditerranée, c'est quand même un très beau coin si un jour vous avez la chance d'y voyager. Donc l'île de Crète, les îles grecques, hein, c'est quand même les Cyclades qu'on appelle. C'est quand même vraiment des milieux de vie. C'est pas forcément facile parce qu'on peut pas faire d'agriculture. Donc vivre là à l'époque, c'était pas facile. Mais au niveau touristique, au niveau de vacances, quand même des lieux qui sont paradisiaques là, pour faire un petit tour. Donc notre civilisation minoenne avec le culte du taureau, on avait vu hein, la légende du labyrinthe avec le minotaure à l'intérieur. Tout ça donc était un héritage de cette civilisation minoenne.
On a une autre civilisation qui va influencer nos Grecs. En fait, pour être vrai, on ne sait pas si c'est une vraie civilisation, parce que c'est décrit dans les récits. Oui, on a trouvé, les archéologues ont trouvé des artefacts sur ces lieux-là, mais la civilisation mycéenne, on n'a pas eu de bâtiments ou de vraiment de choses concrètes qui nous ont confirmé. On sait que oui, il y avait des villes, on sait qu'il y avait des gens qui habitaient là, mais est-ce que c'était la civilisation comme elle est racontée? On ne sait pas. Parce que cette civilisation-là, vous l'avez peut-être vu en français dans les récits de Homère, l'Iliade et l'Odyssée, qui sont vraiment deux récits épiques de la Grèce antique. L'Iliade et l'Odyssée, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, là, c'est toute l'histoire là, de Troie, donc la guerre de Troie avec Achille et ainsi de suite. Je vais y revenir à tout ça un petit peu plus tard, rapidement. Mais donc cette civilisation-là qui est décrite par Homère, on pense en bref que c'est vraiment juste c'est un récit fondateur, c'est une façon de justifier l'histoire grecque, mais on n'a pas de preuves tangibles que ça a été présent. D'ailleurs, on a fait des recherches un petit peu partout sur sur le nord de la mer Méditerranée et sur le sud de la mer Noire pour aller voir, d'après ce qui est écrit dans les livres de Homère, où est-ce que Troie serait située. Et Troie n'a jamais officiellement été trouvée. On a trouvé des villes, des ruines de villes, mais on n'a aucune confirmation que c'était la ville imposante comme la ville est racontée dans l'histoire, là, avec des murailles gigantesques qui a duré des milliers d'années, là, a résisté aux ennemis pendant des milliers d'années. Donc évidemment, ça semble être plus romancé tout ça. Mais notre civilisation mycéenne va quand même avoir une influence sur nos Grecs. Parce que le roi Agamemnon, ça c'est peut-être le nom justement que vous connaissez de l'Iliade et l'Odyssée, donc on a quand même retrouvé le masque de ce roi-là, on sait qu'il a existé, mais est-ce qu'il a eu le rôle que Homère lui prête, ça on le sait pas. Ensuite, juste oui, pour faire le lien avec Troie, hein, donc si vous êtes moins familier avec ça, euh, je le fais très 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 rapidement. Histoire d'amour, des Troyens de la ville de Troie donc viennent voir le roi Agamemnon pour faire une alliance politique. Tout va bien jusqu'à ce que le plus jeune fils du roi de Troie tombe amoureux de la femme d'Agamemnon. Oh mon Dieu, adultère, c'est tragique. Ils ont une aventure pendant qu'ils sont là pour faire de la politique. Et au moment de partir, ben, ils décident de cacher Hélène, la fille s'appelle Hélène, de la cacher dans le bateau. Et ils partent avec. Agamemnon se rend compte qu'il a perdu sa femme. C'est pas une paire de souliers quand même. Donc là, il va être mis au courant par ses amis, ses espions. Je me souviens plus que Paris, hein, donc Paris, qui va donner le nom de Paris, serait parti avec Hélène sur le bateau et ça va lui donner le prétexte de partir en guerre. Donc, encore une fois, est-ce que tout ça c'est réel ou est-ce que c'est des suppositions, on ne le sait pas. Il va monter une immense armée, il va aller attaquer Troie, même si Troie elle est réputée pour être imprenable. Ça va être des batailles interminables, très difficiles, très pénibles, jusqu'à ce qu'il y ait un guerrier qui ait une idée fantastique, c'est de faire croire un subterfuge, le cheval de Troie. C'est pour ça que je vais vous en parler, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Le cheval de Troie, en fait, ils vont construire un immense cheval en bois. Il est creux, à l'intérieur, il n'y a rien. Sauf que oui, il y a quelque chose, il y a des soldats qui vont s'y cacher parce qu'après des années de guerre, ils n'ont pas été capables de prendre la ville et les bateaux et les soldats vont tous partir pour faire croire aux Troyens donc qu'ils ont abandonné la guerre, c'était trop difficile. Ils sont repartis chez eux, ils vont aller se cacher un petit peu plus loin avec les bateaux, ils vont revenir pendant la nuit et les soldats qui sont dans le cheval, les Troyens vont amener le cheval à l'intérieur de la ville, c'est tout simplement une offrande aux dieux hein, qui pensent que les autres ont fait. Donc, en signe de victoire, ils vont rentrer le cheval. Pendant la nuit, les soldats qui sont cachés dans le cheval vont sortir, vont aller débarrer la porte en bon québécois et vont laisser rentrer les armées là, qui sont revenues avec les bateaux pendant la nuit dans la ville. Ils vont prendre la ville. Donc, c'est une victoire grecque hein, aussi. C'est ça qu'Homère raconte à travers cette histoire-là. Mais le principe du cheval de Troie, on le connaît encore aujourd'hui en informatique
quand on a des malwares ou des virus, souvent ils utilisent ce qu'on appelle des chevals de Troie, c'est-à-dire qu'ils vont se cacher dans un courriel et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore présent comme expression dans nos sociétés. Ça vient de là. C'est pour ça que je prenais la peine de le présenter. Donc, par la même occasion, il ressemble à ça, notre cheval. Ben, c'est une des représentations possibles du cheval de Troie qui est faite. Il y a plusieurs films qui ont été faits, dont un avec Brad Pitt, si ça vous intéresse. Le film n'est pas excellent, mais il raconte quand même bien l'histoire. Il y a Orlando Bloom aussi qui fait Paris dedans. Cette chute-là, hein, donc de Troie, va amener une espèce de petite âge d'or avec des palais, des forteresses qui vont se créer. Ça, c'est vraiment la partie historique, là. On le sait que dans cette période-là, au niveau temporel, on a des cités. C'est pas encore tout à fait des cités-États, c'est plus des cités-forteresses, là. C'est vraiment des simili-châteaux forts, là, pas en pierre, mais quand même, où les gens vont vraiment vivre en autarcie, ensemble à survivre, parce que on est dans des milieux qui sont pas faciles. Et il va y avoir quand même une certaine floraison de cette petite culture grecque-là à cette époque-là. Mais il va y avoir aussi donc d'autres civilisations autour, nos Crétois et nos Minoens, qui vont leur faire concurrence. Donc, ils vont pas beaucoup se développer, ils vont pas être capables de faire du commerce sur l'océan parce que les Crétois, les Phéniciens, les Égyptiens contrôlent la mer Méditerranée et ils sont pas assez forts, nos Grecs, à ce moment-là pour prendre le dessus. Donc, ils vont faire un peu de commerce, mais ils vont être surtout des agriculteurs et vont rester sur leur territoire à eux. Mais quand la civilisation minoenne va s'effondrer, hein, je vous ai parlé des tremblements de terre à cause des volcans, les vagues aussi, les petits tsunamis que ça peut créer, donc ça a brisé les palais crétois, mais là, ça va laisser la place à qui? À nos Grecs pour prendre l'avant-plan dans l'histoire et se développer. Je fais quand même la parenthèse sur les siècles obscurs avant. Pourquoi? Ben parce que ça a détruit les Crétois, mais ça a aussi détruit les petites cités, les petits palais forteresses là, que les Grecs avaient construits. Donc, avant qu'ils arrivent à prendre l'avant-plan, nos Grecs, ils vont eux autres aussi subir une période où c'est plus difficile. On a appelé ça les siècles obscurs. Il faut faire attention. On a gardé ce nom-là de siècle obscur, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites pendant ces siècles-là. C'est pas pour rien que je vous ai mis l'alphabet phénicien justement à l'écran. C'est pendant ces siècles obscurs-là que les Grecs vont commencer à rentrer en contact avec les Phéniciens. Ils vont faire comme oh, ça, l'alphabet c'est intéressant. Ils vont le prendre et ils vont commencer à faire leur place tranquillement. Mais pendant longtemps, c'était vu parce on perd les traces écrites pendant cette période-là des Grecs. Donc on a vraiment pensé que c'était vraiment un effondrement de la société. Aujourd'hui, c'est relativisé, mais je ne rentre pas dans les détails là-dessus, c'est trop complexe. Donc, après nos siècles obscurs, on a notre époque archaïque. Là, c'est vraiment là que la civilisation grecque se met en place. On a donc entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et 480 avant Jésus-Christ une réorganisation sociale assez importante. Pourquoi? Parce que notre population grecque augmente de 7 fois. Donc, à peu près 800 ans avant Jésus-Christ, entre 900 et 800 ans avant Jésus-Christ, on a notre population qui, en dedans de 100 ans, va augmenter 7 fois plus nombreuse. Là, il n'y a personne qui est capable de l'expliquer. La Grèce, c'est des montagnes, c'est pas des terrains qui sont faciles pour l'agriculture. On ne peut pas nourrir du jour au lendemain 7 fois plus de monde, c'est impossible. Là, ce que les historiens, les archéologues disent, c'est qu'en fait, on aurait eu des peuples au nord, les peuples slaves probablement, qui seraient descendus du nord et auraient fait une pression sur les peuples qui n'étaient pas encore tout à fait des Grecs à cette époque-là, mais qui étaient en bordure de la Grèce au nord. Et à cause des invasions, ça pousse tout le monde. On va voir ça pendant les invasions germaniques à Rome et au Moyen-Âge. Quand tu as du monde qui viennent d'attaquer, tu fuis, en fuyant, ça fait peur aux autres qui sont là, qui fuient eux autres aussi. Et donc, ça aurait poussé une quantité de monde assez impressionnante vers le sud, vers la Grèce. Mais ça donne aussi la main-d'œuvre par la même occasion pour créer une nouvelle société, se réorganiser. Le premier, là je vous donne quelques termes parce que j'aime bien utiliser les termes qu'ils utilisent. Ça fait l'oreille à d'autres langues, à d'autres milieux, à d'autres endroits dans le monde.
On a l'oikos. L'oikos, vous le retrouvez à l'épicerie. Oikos, c'est une entité administrative, en fait, à l'époque. C'est comme un département. Le Québec, aujourd'hui, on est tous séparés en régions, la Montérégie, l'Estrie, le ci, le ça. Peu importe. C'est le même principe, sauf que eux, ils appelaient ça des oikos. Ensuite, on a aussi nos polices. Les polices, vous en avez entendu parler, donc la cité. Et dans chacune des polices, avec le temps, va apparaître une agora. C'est vraiment le lieu de rassemblement. C'est là, à Athènes, qu'il va y avoir la politique, hein, vraiment la démocratie, comme on en parle. Il faut faire attention, l'agora, c'est vraiment suite à la splendeur d'Athènes que ça va prendre cette importance-là dans les villes. Et la plupart du temps, quand je vais faire des références aujourd'hui, ça va être à Athènes parce que c'est elle qui va vraiment être atteindre un sommet de splendeur phénoménal. J'utilise beaucoup le mot phénoménal, mais c'est quand même des choses impressionnantes là, qu'ils sont capables de faire. Euh, donc, ça va être souvent à Athènes que je fais référence, mais on le retrouve à moindre échelle dans d'autres villes, hein, un petit peu partout en Grèce et sur les îles grecques également. Donc, excusez-moi, on a cette démographie-là, excusez-moi, hein, la démographie, c'est le nombre de personnes qui augmente, qui nous permet l'élaboration de ces principes-là, donc l'oikos, la police et l'agora. On a vraiment aussi le principe de base, chaque ville va avoir un dieu. Je pense que je l'ai nommé en Mésopotamie un dieu tutélaire. Tutélaire va donner son nom à la ville. J'y reviendrai, je vais le renommer, là, mais Athéna va donner le nom d'Athènes, la ville d'Athènes. Donc la déesse qui protège Athènes, c'est Athéna. C'est aussi simple que ça. C'est pas toujours aussi directement relié au nom de la divinité, mais chaque ville, Sparte, Thèbes et compagnie, vont toutes avoir une Corinthe, va avoir une divinité qui lui est attitrée pour protéger sa ville. Donc c'est une façon de faire à l'époque. Je vous l'ai dit, la politique et la religion, particulièrement dans l'Antiquité, c'est vraiment intrinsèquement lié. Il n'y a pas de différenciation entre les deux. Pendant cette période-là, les Grecs vont aussi faire une avancée importante au niveau militaire. Et c'est cette avancée militaire-là qui va avoir des conséquences importantes sur la société. Je vous présente la phalange hoplitique. La phalange hoplitique, regardez bien l'image parce que c'est vraiment ça que ça illustre. C'est vraiment la façon de se battre qui va changer les choses. Donc, vous le voyez, ils ont tous un grand bouclier et ils ont des lances à la main. Ils ont aussi des épées à la ceinture, c'est quand ils auront plus leur lance. Et on a un musicien à gauche avec une double flûte. Là, je vous aurais fait jouer un extrait en classe peut-être de la double flûte, c'est mélodieux. Mais ce qui est important en fait de savoir, c'est que la phalange hoplitique va vraiment changer la façon d'agir des gens. Pourquoi? Là, il faut que je vous explique en quoi la façon de faire la guerre va changer la société. Eh bien, les Grecs vont avoir une idée révolutionnaire, pour l'époque, là, évidemment, de faire la guerre, c'est-à-dire que ce grand bouclier-là, il est assez grand pour protéger un humain à la largeur d'un homme facilement. Mais la façon dont il est attaché, ça va faire en sorte, en fait, qu'au lieu de tenir, par exemple, le bouclier avec au centre de l'avant-bras ici, eh bien, la poignée, le centre va être tassé vers le coude de la personne qui tient. Donc, la poignée est tassée vers le côté du bouclier. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que si le centre de mon bouclier est ici et que je tiens mon bouclier en avant de moi, mais j'ai seulement un demi-bouclier qui protège mon corps. Ça veut dire aussi que j'ai une partie de mon corps qui n'est pas protégée par mon bouclier. Et là, c'est l'autre partie, l'autre demi-bouclier qui protège le voisin. Donc, mon voisin me protège, je protège mon voisin, et ainsi de suite. Et ça va être vraiment ça qui va emmener une révolution sociale. Pourquoi? Mais parce que sur le champ de bataille, il fallait vraiment, avec le flûtiste en arrière, il fallait être courageux en maudit, aller sur un champ de bataille, pas d'armes, pas d'armure, juste une flûte. Théoriquement, ils étaient immunisés, ils n'étaient pas supposés être les cibles pendant la guerre, mais une flèche ou un javelot mal lancé, ça arrive. Mais donc, le flûtiste, comme sur les bateaux avec les tambours pour donner la cadence pour ramer, le flûtiste donne une cadence pour que les marcheurs de la phalange avancent tous au même pas, avancent tous à la même vitesse. Et le but de ces boucliers-là, donc, c'est de se protéger les uns les autres. Mais là, on a des citoyens pauvres,
la plupart des citoyens sont fermiers, hein, sont des agriculteurs, ils sont capables de se nourrir à peine eux et leurs familles. Et on a des citoyens qui sont excessivement riches, qui ont des esclaves à n'en plus finir, qui travaillent pour eux, qui ont des grandes maisons et tout ça. Et là, ils arrivent sur le champ de bataille et, ben, t'as beau être riche, si je me tanne puis que je tasse mon bouclier, tu vas mourir. Donc ça va obliger, d'une certaine façon, d'être solidaires les uns avec les autres. Et là, les plus pauvres vont faire comme, ben, le riche, il a besoin de moi sur le champ de bataille pour rester en vie. Comment ça se fait que dans la société, le fait qu'il soit plus riche, ça lui donne plus d'avantages sociaux? Ça marche pas. On va vouloir, à partir de là, donc, être traité, attention, ici, seulement les citoyens, je parle pas des esclaves, des femmes et compagnie, j'y reviendrai dans les classes sociales, là. Mais les hommes vont dire, on veut que tous les citoyens, tous les gens qui habitent dans la ville soient traités de la même façon, on ait les mêmes droits politiques. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est à cause de cette phalange politique-là que ça commence à rentrer dans les esprits et que ça commence à faire son chemin au niveau politique également. Donc, phalange politique quand même intéressant. Et on va avoir aussi, donc, dans la ville, on va retransposer cette façon de faire-là. Dans la cité grecque, il fallait vraiment habiter dans la ville, hein, pour être citoyen. Donc, je vous ai mis la représentation ici. C'est quand même bien fait. Ça vous donne les, euh, les différents aspects de la ville. Là, c'est Athènes, encore une fois, hein, parce que c'est vraiment celle qu'on connaît le mieux, c'est la plus documentée. Mais donc, au centre de la ville, on a l'Acropole. L'Acropole, c'est vraiment le lieu de religion. J'y reviendrai aussi à cette Acropole-là, et vous y êtes allé d'ailleurs, à cette Acropole-là d'Athènes. On a l'Agora pour la politique qui est à côté, juste à côté de l'Acropole. Et la police, donc la cité-État grecque, c'est pas seulement ce qui est dans les murs, vous le voyez, c'est les terrains alentours aussi. Donc le petit village en arrière fait partie de la police. Généralement, les citoyens quand même essayaient de vivre dans la ville parce que la ville, vous le voyez, est protégée par des remparts. Mais tous les territoires qui sont autour, donc, c'est ceux qui appartiennent aux différents citoyens de la ville. Là, juste un petit cadre générique de la cité grecque, je vous l'ai dit, donc la Grèce et les îles autour, ce sont des régions qui sont montagneuses. C'est pas super pratique pour faire. Ils peuvent pas faire énormément d'agriculture. Il y a les arbres, les oliviers qui font des olives, qui poussent là très très bien dans ce genre de climat-là. Donc, ils vont faire le commerce de l'huile d'olive, de l'olive elle-même et ainsi de suite. Mais ils sont pas très bons pour s'auto-pourvoir. Et aussi parce qu'ils vont essayer de vivre un petit peu plus haut dans les montagnes, à 500 mètres environ d'altitude. Pourquoi ils font ça? Mais parce qu'en fait, c'est une raison purement pratique. Sur le bord de la mer, en bas, vraiment sur le bord, il fait plus chaud à cause de l'air de l'océan et la chaleur de l'eau qui réchauffe l'air aussi. Donc, on a des moustiques et on a le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie qui est transmise par les moustiques, qui est très, 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 très mortelle pour les humains. Donc, les Grecs vont prendre la décision, à force de se faire tuer par des moustiques, ils vont comprendre que c'est ça, et ils vont aller vivre un petit peu plus en hauteur dans les montagnes, mais ça fait en sorte que c'est plus difficile, encore une fois, pour l'agriculture et pour se nourrir. Donc, ils vont être obligés de se tourner vers d'autres solutions, c'est-à-dire vers la mer. Au début, c'est très mal vu, la mer. On pense que c'est fait pour les têtes en l'air puis les gens qui veulent pas travailler, mais devant l'obligation de faire du commerce pour être capable de survivre, les Grecs vont se tourner vers la mer et ils vont prendre possession petit à petit de toutes ces petites îles-là. Là. On y reviendra aux cartes, là, je vais vous en montrer plusieurs tout à l'heure, de toutes les petites îles qui sont en face de la Grèce dans le bassin méditerranéen, et ils vont petit à petit aussi à travers le temps établir vraiment une domination sur cette partie-là de la mer Méditerranée. Ils vont en Égypte très 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 fréquemment là, pour faire du commerce. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Donc, on a quelques cités-États, je vous en montre quelques-unes juste pour vous donner des idées. Là. On a Thèbes, premièrement. Thèbes, c'est en Béotie, donc cette partie-là de la Grèce, hein, la pointe vraiment. Athènes est juste un petit peu plus dans la pointe, juste au-dessus, là, qui a l'air vraiment d'une flèche. La Béotie, donc Thèbes, c'est la deuxième ville en importance après Athènes dans cette région-là. C'est eux qui vont faire la première ligue, ce qu'on appelle, c'est pas très original, mais la ligue béotienne, hein, c'est cette région-là. Ils vont faire une première ligue entre plusieurs villes pour se protéger, s'entraider, faire du commerce, et c'est eux qui vont donner cet héritage-là de faire des ligues de villes aux Grecs. Je vais en reparler avec la ligue de Délos et Athènes tout à l'heure. Ensuite, à côté, on a justement Délos. Délos, c'est une petite île. Je vous fais juste vous la mentionner là parce que je vais en reparler en masse tout à l'heure. Et on a en bas également Milet, en Ionie.
Je voulais vous montrer, là, vous voyez le bateau, évidemment, c'est récent. Je voulais juste vous montrer le paysage dans lequel ils vivent. Hein. Donc, vous le voyez, c'est quand même semi-désertique, c'est pas facile. Malgré ça, ils ont construit, ça c'est un théâtre. Hein. Donc, en bas, c'est la partie plate de sable, c'est la scène, c'est là où ils parlaient. Et c'est la pente qui monte vers nous, dans le fond, là, c'est les estrades. Là. C'est sûr que ça a été repris par la nature depuis le temps. Et ces lieux-là, oui, servaient au théâtre, mais c'était aussi un lieu de politique. Probablement, les villes n'avaient pas toute la richesse de fabriquer deux places, une agora pour la politique et un théâtre pour le divertissement. Donc souvent, c'est là que les rassemblements de citoyens se faisaient. C'était juste pour vous donner une idée de quoi ça avait de l'air. Donc, je vous l'ai dit, à cause du manque d'espace, à cause du manque de nourriture, excusez-moi, ils vont se tourner donc vers le commerce, vers les bateaux. Ils vont aller dans plusieurs endroits. Là, je vais juste les mentionner. Je vous donne par exemple l'exemple de Cyrène. Cyrène, c'est une ville en Égypte que les Grecs vont fonder. Les Sirènes, je vous laisse faire le lien dans votre tête, d'où est-ce qu'on tire nos mots dans notre langue à nous. Mais donc, c'était Cyrene. C'est une ville que les Grecs vont fonder parce qu'ils vont importer du blé, des chevaux et ainsi de suite. Ils vont importer ça d'Égypte, mais au lieu de faire du commerce avec les Égyptiens, ils vont aller faire un comptoir commercial, comme la traite des fourrures au Canada, les Français et les Anglais vont faire. Eux autres, ils font ça déjà à l'époque, ils s'en vont en Grèce, ils prennent juste un petit espace, ils font une mini-ville là, c'est vraiment à partir de là qu'ils vont faire du commerce avec les Égyptiens, et ensuite ils vont relayer ça vers la Grèce. Ils vont s'en aller, ils vont faire des comptoirs commerciaux comme ça, jusqu'en Espagne, quand même assez loin. Là. En Espagne, ils vont faire, par exemple, pour des mines de cuivre, pour du métal. Donc, en fonction des intérêts, en fonction des ressources naturelles, ils vont se déplacer comme ça. Mais la façon de faire, c'est toujours la même. Avant de partir, en fait, il faut aller voir l'oracle. Pourquoi? Je vous l'ai dit, la religion est intrinsèque dans la vie de ces gens-là. L'oracle le plus emblématique, le plus connu, c'est l'oracle de Delphes. Delphes, c'est une ville un petit peu quasiment au centre là, de la Grèce continentale, là, la partie sur le continent européen. Donc, les gens, un représentant de la ville ou quelqu'un qui se disait, bon, ben moi, je veux aller faire un comptoir parce que dans ma ville, je suis en train de mourir de faim, il va prendre son sac à dos, même si c'est pas ce qu'on a nous, et il va aller à Delphes, il va aller voir l'oracle. J'explique l'oracle parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même fascinant. Vous le voyez, là, je reviens au prédit. Vous voyez le temple qui est là, les colonnes qui sont brisées hein, autour du cercle. Il en reste 3 qui sont debout. C'était des colonnes qui étaient pleines, et à l'intérieur de ces colonnes-là, il y avait donc un autre mur circulaire qui était fermé, et à l'intérieur, il y avait l'oracle. Comment ça fonctionne l'oracle? En fait, c'était des femmes. Le mur intérieur était fermé, sauf une porte qui était voilée par de multiples voiles, parce que l'oracle ne devait pas être vu. C'était souvent une jeune femme vierge qui était droguée à répétition, parce que ça, là, je rentre pas dans les détails, mais il y a ça dans toutes les cultures, là, en Amérique latine, chez les Aztèques et ainsi de suite. Il y a ça partout. Ça permet de rentrer en contact avec les dieux, d'avoir des hallucinations. Je vous parle pas de quelle drogue ils utilisaient. Il y a des livres là-dessus si ça vous intéresse. C'est vraiment une façon de rentrer en contact avec les dieux, donc de passer dans l'autre monde d'une certaine façon. Donc, Jim je sais pas moi, Byblos s'en va, si j'habitais à Byblos, s'en va à Delphes, va voir l'oracle, dire Ô oracle de Delphes, je veux m'en aller faire une nouvelle colonie pour donner une chance de survie à ma famille. Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? Et là, l'oracle, la jeune fille parle à des prêtres, c'est pas l'oracle, on parle pas directement à l'oracle. Les prêtres vont prendre le message que les dieux ont transmis à travers la bouche de la fille, de la jeune vierge. Souvent un taux de mortalité avec de la drogue répétée, un taux de mortalité assez intense. Il y avait un commerce malheureusement d'oracles à l'époque. Et les prêtres vont dire, bon, ben le message de Zeus ou le message de, je sais pas, Poséidon, c'est oui, vas-y, garde-toi. Mais il y a des règles à ça. Donc, nous, on te dit, le message de Dieu, c'est qu'il faut que tu ailles dans telle direction. Donc, il faut que tu ailles vers l'est pendant 2 jours. Oui, c'est les oracles qui définissaient combien de temps, où est-ce qu'ils allaient et tout ça. Ensuite, les gens faisaient ce qu'ils veulent dans la réalité, là, probablement. Mais c'était aussi simple que ça. Et la règle, c'était si tu pars fonder une colonie, il faut que ce soit un homme, donc le père de famille, et un enfant de chaque famille de ton village qui partent. Donc, si tu avais plusieurs enfants, c'est-à-dire que pour être citoyen, je vais en reparler, vous le savez, vous avez vu ça au secondaire, il faut être né dans une ville avec un père et une mère nés dans cette même ville-là.
Donc, mes deux parents sont nés à Byblos et je suis le fils unique. Mais on ne peut pas partir faire une colonie parce qu'il faut que je perpétue la famille, le statut de citoyen de la famille dans la ville de Byblos. Mais mettons que j'ai deux frères, ce qui est vrai, j'ai deux frères. Donc, on pourrait partir, moi puis mon père, à l'époque, on serait parti parce que la famille à Byblos serait restée intacte parce qu'on a encore deux descendants mâles qui peuvent garder le titre de citoyen. Et c'est sérieux, quand tu prends la décision de partir pour faire une nouvelle ville, tu n'as pas le droit de revenir sous peine de lapidation. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de lapidation, on prend des roches, on te les garoche dessus jusqu'à ce que tu meurs. C'est pas mal résumé. Donc, c'est vrai. Quand tu prends la décision de partir et d'aller voir, de consulter l'oracle, c'est parce que tu es sûr que tu veux partir, parce que c'est pas c'est une décision de ville, hein, c'est pas un individu qui va faire ce genre de choses-là. Mais donc, cette décision-là est prise par la ville, mais est prise aussi par l'oracle de Delphes. On s'en va donc comme ça vraiment un peu partout dans le bassin méditerranéen. Et on va aussi avoir donc un éclatement de cette civilisation grecque-là qui va aller un peu partout, qui va s'influencer tous les peuples qu'elle côtoie. Et on va aussi voir une évolution dans l'alphabet grec. Donc je vous l'avais dit la semaine passée, je vous avais présenté l'alphabet phénicien en vous disant c'est juste des consonnes. Les Grecs vont y rajouter les voyelles, ben c'est pendant cette période-là, pendant cette période d'expansion-là, que les Grecs vont rajouter les voyelles. Pourquoi à ce moment-là, hein, on peut se poser la question. Mais parce que jusqu'à maintenant, l'écriture, elle servait à la religion et elle servait à faire de la comptabilité. On a eu tant de sacs de grains, j'ai vendu tant d'oliviers, et ainsi de suite. Là, on a des familles qui partent vivre l'inconnu, c'est l'aventure pure et simple. Et donc, on va voir apparaître la poésie, la littérature, avec ils vont raconter l'épopée de comment ils se sont rendus jusqu'à développer la nouvelle ville. Le voyage était épique, on a rencontré des pirates, ainsi de suite. Donc là, l'alphabet va avoir une nouvelle utilité, celle de raconter le quotidien, raconter des aventures et non pas juste le côté pratique de l'écriture. C'est pour ça que les voyelles font leur apparition, parce que on a de nouvelles utilités, on a des nouvelles volontés de faire de la part des Grecs à ce moment-là. On a aussi une évolution au niveau du code de vie, entre parenthèses, des Athéniens. Je vous donne l'exemple de Dracon, hein, c'est le beau bonhomme que je vous présente ici à l'écran. C'est une représentation à partir des statues qu'on a retrouvées. Il ressemblait probablement pas mal beaucoup à ça. Vous voyez le grand bouclier, l'épée et la lance, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les Grecs, quand ils votent d'aller en grec, les Grecs, quand ils décident de partir en guerre, c'est les Grecs eux-mêmes qui partent en guerre. Ils n'envoient pas une armée de métier, ils n'envoient pas les esclaves à la guerre. Ils s'envoient eux autres mêmes à la guerre. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important pour Dracon d'être représenté avec c'est les citoyens qui ont le droit d'avoir cette armure-là, d'avoir ces outils de guerre-là. Donc, c'est une fierté pour les familles à l'époque. Je reviens à mon Dracon. Dracon, donc, qui est connu encore aujourd'hui. Probablement que vous le connaissez sans le connaître. Pour la simple et bonne raison, en fait, j'attire votre attention sur le rouleau qu'il a à la main. Le rouleau qu'il a à la main, c'est le premier texte de loi le premier texte de loi grec qui nous est parvenu jusqu'à nous. Donc, il faut faire toutes ces nuances-là. Utiliser votre jugement critique, évidemment. Mais, donc, Dracon va être connu de nos jours avec l'expression draconien ou draconienne, dépendamment de la situation. Quelque chose qui est draconien, c'est vraiment des mesures qui sont très, 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 très strictes, sans aucun lousse dans la façon de formuler les choses. Mais ça nous vient de Dracon, parce que Dracon va être un tyran. J'y reviens au titre de tyran. Il va être un tyran à Athènes dans les années 621 avant Jésus-Christ, peu importe la date. Il va être un tyran d'Athènes, donc il va prendre le pouvoir, il va être élu, je me souviens plus. Et il va faire un texte vraiment là. C'est aussi simple que ça. Tu voles, on te coupe la main. T'es infidèle, on te coupe les parties génitales, et ainsi de suite. Là. C'est vraiment, ça laisse pas place à l'interprétation et ça laisse pas place à une deuxième chance. Et donc c'est vraiment très 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 strict. Et donc ce mot draconien, nous est parvenu jusqu'ici, jusqu'à notre époque à nous, hein, héritage grec direct de ce monsieur-là. Je continue justement avec ce titre de tyran.
Les tyrans, pour nous, de nos jours, c'est quelque chose de négatif. Hein. Un tyran, c'est souvent quelqu'un qui contrôle un pays d'une main de fer, puis qui, c'est pas la démocratie, c'est vraiment un gars ou une femme, mais j'ai pas beaucoup d'exemples, quelques-uns en Asie, mais pas beaucoup à vous proposer, qui va contrôler le pays vraiment très, très, très intensément. Mais à l'époque, le terme de tyran en Grèce, c'est pas forcément négatif. Il y a des bons tyrans. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure aussi. Donc, à cette époque-là, on n'est pas encore rendu à la démocratie. Il faut faire attention. La démocratie, c'est quelque chose qui va durer très, 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 très peu de temps dans l'histoire grecque, même si c'est ça qu'on en a retenu pour nous, notre civilisation de nos jours. Donc, notre dracon, va aussi instaurer une autre chose à cette époque-là. Je vous ai parlé la semaine passée du roi Crésus. Là, je vous referai pas la légende une deuxième fois là, du fait qu'il ait créé les pièces et la monnaie. Ce que je veux vous attirer votre attention, c'est la pièce en or qui est en bas, parce que oui, c'est une pièce en or. On n'avait pas les techniques qu'on a aujourd'hui. Ce que je veux vous attirer, donc vous le voyez, c'est un lion et un taureau qui se battent. Là, je ne rentre pas dans l'interprétation de ces deux symboles-là, mais ce que je veux vous dire, en fait, c'est que ce symbole-là, ça s'appelle l'épicène. L'épicène, excusez, je vais commencer à mettre un petit peu plus de mots dans les prédits pour vous aider dans les notes. L'épicène, E-P-I-C-E-N-E. Si vous écrivez ça sur un ordinateur, ils vont vous corriger l'orthographe si vous ne l'écrivez pas comme il faut. L'épicène, en fait, c'est cette représentation, cette image-là sur la pièce. Quand, je ne sais pas si vous utilisez encore, des billets, oui, probablement, là, la face de la reine, c'est une épicène d'une certaine façon. Chaque ville frappait sa propre monnaie. L'exemple que je pense que je vous la montre un petit peu plus tard, c'est la ville d'Athènes, quand on va parler de la Ligue de Délos. On sait que cette pièce-là vient d'Athènes. Pourquoi? À cause de l'épicène, parce que la ville d'Athènes, c'était la chouette, leur symbole, qui façonnait sur les pièces, qu'ils étampaient. Hein, c'est vraiment une étampe qui à coup de marteau qu'ils fabriquaient. Donc, on sait d'où les pièces viennent et on peut voir comme ça le commerce qui se faisait en Grèce. On a retrouvé des pièces d'Athènes en Égypte, en Mésopotamie, on en a retrouvé un petit peu partout et on sait que c'est des pièces d'Athènes parce qu'elles ont cette chouette-là sur une des deux faces. Donc là, les pièces, aussi la valeur, tout ça, ça dépendait, là, c'était pas fixe. C'est un truc qui est en train d'être fabriqué, donc c'est pas encore tout à fait au point, mais il y a quand même, ça rentre dans la façon de faire des gens, dans la façon de procéder. On n'est plus avec du troc que je vous ai présenté en Mésopotamie et en Égypte. C'est fini cette époque du troc-là. On va vraiment voir apparaître la monnaie comme moyen d'échange. Quelque chose qui est encore une fois un héritage qu'on a dans notre société à nous. Donc, le roi Crésus, je ne passe pas plus de temps là-dessus. Pour faire face à nos tyrans, parce que oui, on a des bons tyrans, mais on a aussi des tyrans négatifs. Tiens, je vais vous donner un exemple de tyran positif. Il s'agit de Pisistrate. Là, je ne vous demande pas de prendre son nom en note. Pisistrate, c'est un tyran, c'est-à-dire qu'il va prendre le pouvoir. Il va être seul et unique chef de la politique à Athènes. Encore une fois, exemple d'Athènes. Mais il va faire des choses très positives pour la ville. Il va instaurer des juges itinérants. Donc, c'est vraiment des juges qui se promènent avec des cahiers, puis des cahiers entre parenthèses, là, mais des feuilles et ainsi de suite. Et ils s'en vont dans les villages, ils s'en vont voir les gens dans les conflits quotidiens. Et ils notent, donc, telle personne a volé telle personne. Selon les règles d'Athènes, je rends tel jugement, donc payer une amende, peu importe, ainsi de suite. On n'est plus avec Dracon, là, ils sont déjà un petit peu plus relax, eux autres. Il va aussi, donc ce Pisistrate, il va faire des choses très bien. Il va faire une taxe pour les plus riches, en fait, à partir du moment que tu as tant d'esclaves, je me souviens plus du chiffre, peu importe. À partir du moment où tu es assez riche pour avoir tant d'esclaves, ça veut dire que tu es très riche. Donc, il va imposer une taxe à ces gens-là. Et le but, c'est de faire des prêts. Attention, il ne donne pas. Ça va être des prêts aux paysans les plus pauvres pour les aider à cultiver leur terre, pour être capable de nourrir. Parce qu'il se dit, Pisistrate, c'est un citoyen au même titre. Même s'il est pauvre, c'est un citoyen autant que l'autre. Donc, on va lui prêter de l'argent pour qu'il soit capable de soit s'acheter de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des esclaves, malheureusement, ou d'être capable d'acheter du grain, du matériel et ainsi de suite pour qu'il soit capable de bien vivre. Parce que c'est un citoyen, il y a droit. Donc, ça, c'est des choses positives que Pisistrate va faire. Et l'autre type de dirigeants qu'on a à cette époque-là, ce sont les législateurs. Les législateurs, c'est l'exemple que je vous donne, c'est Solon.
Solon il est connu parce qu'il va faire un décalogue. Un décalogue, c'est 10 lois. Je vous les cite pour vous donner une idée de c'est quoi la morale à l'époque. Donc, ayez plus confiance dans la probité que dans les serments. Ce que ça veut dire concrètement, c'est regarder ce que les gens font, pas ce qu'ils disent. Ça aussi, ça nous est venu jusqu'à nous. Ensuite, évitez le mensonge. Appliquez-vous à des choses utiles. Ne vous hâtez point de choisir vos amis. Avant de commander, apprenez à obéir. Ne donnez pas de conseil le plus agréable, mais le plus utile. Prenez la raison pour guide. Évitez la société des méchants. Ça veut dire se tenir avec des méchants, tout simplement. Honorez les dieux et respectez vos parents. Toutes des belles morales qu'on pourrait encore appliquer de nos jours. En fait, la plupart des choses se retrouvent dans notre société actuelle. Respectez vos parents, pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut apprendre à devenir citoyen, un bon citoyen, donc c'était la justification, et c'est aussi la domination des parents sur les enfants, c'est de tout temps ça. L'autre qui est intéressant aussi, c'est apprenez à obéir avant de commander. C'est pas pour rien que on va à l'école avant de devenir boss d'une entreprise, c'est-à-dire que il faut apprendre avant d'être capable de gérer une situation. Il y a une caricature, là, je fais une parenthèse, excusez-moi. Là. Il y a une caricature, là, c'est un petit tronc d'arbre avec des yeux, là, ça représente un enfant qui est poussé dans un cadrage de porte d'une classe et assis à chaque petit pupitre, il y a un bloc de bois, un cube carré, vraiment bien taillé. Et la critique, en fait, ce que ça fait, cette caricature-là, ça critique l'école en disant, ben, ça square head, là, les têtes carrées, là, c'est une expression en anglais, ça façonne tout le monde pour qu'on soit pareil, pour qu'on pense pareil et blablabla. C'est une façon de faire la critique de l'école, c'est pas faux en soi. Ça vient de gens qui n'ont pas aimé leur expérience à l'école. On n'est pas tous faits pour aller à l'école, évidemment. À tout le moins à l'école, comment elle est faite dans notre société. C'est tout à fait correct, ils y ont tout à fait droit. Moi, je suis prof, fait que de l'autre bord, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez choisir de prendre l'école comme du négatif qui essaye de vous formater, ou vous pouvez prendre l'école comme une expérience qui essaye de vous donner justement l'esprit critique, la capacité de réflexion. Et c'est pas parce qu'on vous demande de fitter dans une boîte pendant vos études que vous perdez votre liberté d'esprit critique, votre liberté de penser, votre liberté de point de vue. C'est juste qu'il faut apprendre à obéir, il faut apprendre à faire les choses avec des gens qui ont peut-être plus d'expérience dans la vie. Je ne parle pas de moi, mais je parle des gens, des aînés dans la société. Hein. On perd beaucoup les aînés dans notre société à nous, mais à l'époque, c'était les aînés qui faisaient l'éducation. Et ensuite, ben, une fois qu'on va avoir l'expérience, qu'on va avoir appris et qu'on va avoir l'expérience de la vie, eh bien là, on va pouvoir être en situation pour donner des ordres qui vont être peut-être plus cohérents et plus bénéfiques pour l'ensemble du monde. Parenthèse, c'est mon point de vue, vous avez le droit au vôtre, évidemment. Donc, notre Solon va faire un petit peu un premier pas vers cette idée de démocratie, hein, vers cette idée d'avoir l'opinion de tout le monde qui est pris en compte. Ça va pas rester longtemps parce que Solon va être destitué par un autre tyran, mais ça va faire des petits par la suite. Ça va faire des petits pendant notre période classique. Notre période classique, c'est vraiment la grande période de Grèce. En fait, quand on parle d'Athènes, quand on parle de la Grèce antique, on parle de la période classique, de vraiment l'hégémonie. L'hégémonie, c'est la supériorité d'Athènes sur les autres villes. C'est vraiment vu comme un âge d'or. Évidemment, ça dépend de qui quand et les autres villes, pas forcément, mais pour Athènes, c'en est un. Ça, c'est certain. Donc, l'apogée d'Athènes, je vous l'ai dit, c'est notre source principale, mais on a quand même des problèmes. Donc, on a des tyrans, on a des législateurs qui se succèdent les uns après les autres, mais on a une grande instabilité et ça, c'est quelque chose de fréquent dans l'histoire grecque, quand en fait les Grecs vont se déchirer entre eux, ville contre ville, jusqu'à temps qu'il y ait un ennemi commun. L'humain, on est pas mal comme ça aussi. Hein. Les pays vont se faire la guerre entre eux, puis là, oups, crise climatique, on va peut-être tous mourir, ou coronavirus, on va peut-être tous mourir. Ah, peut-être qu'on devrait collaborer. Je sais pas pourquoi ça nous tente pas de faire ça avant, on est capable de faire bien des belles choses dans ce temps-là. Mais en 510,
Bref, en 510 avant Jésus-Christ, là, il y a un tyran qui est vraiment excessivement trop intense, négatif. Donc, la population va aller voir Sparte, qui est une autre ville à côté, avec qui ils vont finir par faire la guerre. Et ils vont demander aux Spartiates, aux guerriers spartiates, de venir les aider à renverser ce tyran-là. Les Spartiates vont dire, ça nous donne une influence dans Athènes, ça, si on fait ça, ils vont nous en devoir une. OK. Les Spartiates, c'est des guerriers aguerris. Donc, ils vont y aller, ils vont renverser ce tyran-là. Et c'est grâce à ce renversement-là que les Athéniens vont pouvoir établir la démocratie, en échange de quoi, évidemment, ils promettent du commerce avec Sparte pour compenser leur aide, évidemment. Donc, la démocratie va vraiment s'instaurer comment? Elle va prendre la forme, là, vous le voyez, je l'ai pris sur Alloprof parce que c'est très bien résumé. Elle va être instaurée par Clisthène. Clisthène, encore une fois, je ne vous demande pas de retenir le nom spécifiquement. Là. Vous pouvez, c'est pas négatif. Des démocrates, donc, ils vont vraiment faire appliquer la loi de Solon que je vous ai présentée tout à l'heure, les principes de Solon. Ils vont réaménager le territoire pour vraiment aider les citoyens à pouvoir tous participer. Et ils vont aussi instaurer une chose intéressante dans l'Ecclésia, donc l'Ecclésia, la partie en haut que vous voyez. Je vais y revenir à nos institutions là, très brièvement, vous les avez déjà vues. Mais l'ostracisme, ça c'est intéressant, c'est un terme aussi qu'on utilise aujourd'hui, être ostracisé. Donc, mettons, je vais prendre un exemple plate. Pour ceux qui n'ont pas aimé le secondaire, dans une classe, tout le monde s'entend un, puis il y a quelqu'un, on appelle ça un reject en québécois, il y a quelqu'un qui fait pas partie de la gang, qui est pas capable d'avoir des amis, fait que tout le monde n'y parle pas, tout le monde le met de côté. On l'ostracise. Le beau terme pour ça, c'est on l'ostracise. Ça nous vient des Grecs. Et ça nous vient du terme ostrakon. Ostrakon, c'est du grec de l'époque. En fait, les archéologues ont retrouvé des milliers et des milliers de petits morceaux de poterie avec des noms gravés dessus. Puis ils étaient comme, voyons, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Il y en a des milliers et des milliers à Athènes, mais on n'a aucune idée à quoi ça sert. Et ils se sont rendus compte, en fait, avec le temps, à force de continuer les recherches, que à l'époque, premièrement, qu'est-ce qu'on a sous la main? On a de l'argile, de la terre. Quand on mélange avec de l'eau, on fait sécher, on fait cuire et ça le durcit, ça devient de l'argile. Donc on n'a pas de plastique. Donc tout ce qui est contenant d'eau, contenant de bouffe, contenant de peu importe quoi, c'est de la céramique. Le problème, c'est que la céramique, quand tu l'échappes, ça brise en 1000 morceaux. Et donc au lieu de jeter ces morceaux-là, au lieu de faire du gaspillage, parce que le déchet, ça n'existait pas à l'époque, ils vont reprendre ça et ils vont les utiliser dans l'Ecclésia pour bannir quelqu'un de la ville. Donc, ils se sont dit, là, on est en train d'instaurer la démocratie, on veut que tout le monde participe, mais dans la vie, il y a des beaux parleurs, il y a des gens qui sont plus doués avec la parole, puis qui sont des petits magouilleurs, il y a aussi des magouilleurs, l'un n'empêche pas l'autre, et qui prennent du pouvoir en background comme ça, on veut pouvoir se débarrasser de ces gens-là s'ils deviennent trop importants. Donc, on va, pendant des votes à l'Ecclésia, pendant des votes de tous les citoyens, ont voté en disant bon, Jim, là, il commence à jaser un petit peu à droite à gauche, il fait des alliances, il est rendu avec un poste permanent, c'est pas supposé être arrivé des postes permanents, et ainsi de suite. Donc, il va falloir s'en débarrasser de Jim, il est douteux. Je donne des exemples stupides, mais vous comprenez le principe. Donc là, ça va être le vote. Tout le monde, mettons qu'on faisait ça dans la classe, je vous donnerai chacun un morceau de papier, puis vous allez marquer Jim oui ou Jim non. Puis on va voter, on va compter, c'est vraiment démocratique, on va compter le nombre d'ostracons, le nombre de morceaux de poterie, et le nombre de oui, on l'ostracise. Et si on a la majorité, ben, la personne doit partir pour minimum 10 ans de la ville. Elle ne perd pas son statut citoyen parce que quand elle revient 10 ans après, elle redevient un citoyen, mais pendant 10 ans, elle ne fait plus partie de la ville. Elle perd momentanément ce titre-là, mais c'est pas à vie qu'elle le perd. Mais donc, c'était vraiment un moyen de se débarrasser de quelqu'un sans le tuer, donc c'est un peu plus pacifique. Mais c'est à ça que ça sert, ces ostracons-là. Et le terme ostracisme, encore une fois, surtout le grec et le romain, on a beaucoup, beaucoup d'héritage dans notre société de ça. Donc, on peut les enlever. On a l'Ecclésia. Là, j'y reviens vraiment à mon diagramme. Je vous rafraîchis la mémoire. L'Ecclésia, qu'est-ce que ça fait? Ça tire au sort les bouleutes, donc ceux qui sont dans la boulée. Le président du conseil, ça prépare les lois, ça assiste les stratèges. Les stratèges, c'est les militaires, j'y reviens tout de suite après. Et ça aussi choisit les archontes. Les archontes, c'est ceux qui vont diriger l'ailier, le jury.
La boulée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est 500 membres qui vont durer chacun une prytannie. Une prytannie, c'est quoi? C'est l'équivalent, pour nous, c'est l'équivalent d'un mois, c'est 35 jours, là, mais c'est un mois du calendrier. Donc, mettons qu'on fait ça aujourd'hui là, dans la classe, on dit on va on va choisir des gens pour la boulée. Ben, vous êtes 36, 37, peu importe, on va choisir donc 5-6 personnes. Et pendant un mois, ces 5-6 personnes-là vont être les représentants donc, de la boulée, vont travailler là. Ça inclut aussi que pendant ce temps-là, ben, vous perdez votre job parce que vous travaillez là. Donc, il y a des compensations financières hein, parce que, comme je vous l'ai dit, les citoyens, c'est des agriculteurs. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils travaillent. La plupart d'entre eux, hein, ils ne sont pas tous riches. Donc, il y a une compensation financière, il y a un salaire qui est payé avec ça. Mais c'est vraiment, là, c'est de la démocratie. C'est pour ça qu'on dit que c'est une démocratie directe. On n'élit pas des représentants, puis là, oh, on part pendant 4 ans, comme nous c'est le cas, à faire comme bon, ben on va subir ce qu'ils veulent, puis c'est comme ça. Non, là, c'est vraiment les gens qui sont directement, ils sont nommés, ou en fait, ils sont tirés au sort pour certaines de ces affaires-là. Et ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils prennent ce rôle-là. Là, attention, je fais la petite parenthèse ici, la petite nuance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui prennent plus de pouvoir. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des citoyens riches qui vont dire ah, t'as été pigé au sort hein, pour aller dans la boulée. Je sais que tu as un petit territoire, ta femme elle vient juste d'avoir un enfant, faudrait que tu retournes travailler. M'a te payer, puis je vais prendre ta place. C'est comme ça que la corruption, c'est pas nouveau chez l'humain. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont prendre un petit peu plus de pouvoir petit à petit. Après la boulée, on a les stratèges. Les stratèges, eux autres, ils sont pas, ils sont nommés. Pourquoi? Vous le savez, un stratège militaire, je pense, c'est quoi là? Un stratège, c'est la stratégie. Le mot vient directement de là. Je sais pas pour vous et moi, mais je n'ai pas une grande expérience militaire personnellement. Fait que si du jour au lendemain je suis élu stratège et qu'il faut que j'aille prendre des décisions, je risque d'envoyer pas mal de monde à la mort sans le vouloir. Personnellement, je ne vivrais pas très bien avec ça. Ça dépend c'est qui. Okay. Enfin, encore une fois, vous saurez de mes blagues en classe. C'est un job quand même qui s'apprend des connaissances. C'est-à-dire que les stratèges, ils vont être élus par même principe, hein, par vote populaire de tous ceux qui sont dans l'agora. Ils vont voter, ils vont dire bon, ben lui, on sait que c'est un militaire, ça fait des années qu'il est dans l'armée, on sait que c'est un bon stratège, on va voter pour lui. Et c'est souvent là qu'il y a des gens qui vont prendre beaucoup de pouvoir grâce à ça, avec les archontes également, parce que c'est des postes qui ont un grand prestige par la même occasion. Ta job, c'est quand même de défendre la ville en cas d'attaque ou de diriger les forces de la guerre pour aller prendre plus de prestige pour ta ville. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gloire qui vient avec ça. Les archontes, donc, eux autres vont diriger les ailiers. Les ailiers, c'est nos juges itinérants que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est vous et moi. On serait nommés dans l'ailier et là, on va lire le code juridique québécois et on va commencer à se promener, à aller voir dans les villes, les villages, alentours évidemment de la cité. Hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment le territoire de la cité pour voir c'est quoi les problèmes puis rendre des jugements. Là, ce qui est intéressant, et ça c'est un principe qui va être repris par les communistes, là, on en saut dans le temps beaucoup plus tard, au 19e et 20e siècle, c'est le principe de la rotation du monde dans la police aussi. C'est le même principe, c'est-à-dire que si t'es nommé juge, puis là t'as quelqu'un qui t'haït vraiment, tu t'en vas là, puis tu dis « Hey toi, je t'ai vu voler », ce qui est pas vrai, m'a donné une amende de 100 000 dollars à payer, ou si t'es dans la police, là, c'est pas le cas chez les Grecs, là, mais je fais le parallèle avec le régime communiste. Ils vont dire bon, ben, t'es policier pendant 6 mois, mettons, après tu redeviens citoyen, puis c'est quelqu'un d'autre qui prend ta place. Mais si t'es policier, puis tu t'en vas arrêter quelqu'un de façon totalement arbitraire parce que tu l'aimes pas, ben 6 mois après, là, l'ailier c'est un mois ou deux après, cette personne-là peut devenir policier, peut devenir juge, et qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va se venger. Fait que c'est vraiment un bon moyen, en tout cas personnellement je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'éviter les abus, mais évidemment avec les codes de loi modernes que nous on a, c'est pas mal plus compliqué. Je sais pas si vous avez déjà mis la main sur le code de loi du Québec et du Canada, mais c'est très aride et c'est très complexe, donc pour ça que nous on en est venu avec des gens qui sont spécialisés, mais encore une fois c'est un bon moyen d'éviter la corruption, parce que si tu payes quelqu'un, et que tu te fais pogner, 2 mois après, tu n'es plus en position de force. Donc, tu vas te faire taper ses doigts littéralement à ce moment-là.
Donc, les trois instances, comme je vous l'ai dit, hein, je passe vite dessus pour la simple et bonne raison que vous les avez déjà vues par le passé. Euh, on a hérité aussi d'ailleurs la façon de juger, hein, de les lier. Donc, imaginez toutes les séries là, que vous voyez, que vous pouvez voir à la télé, là, le tribunal avec le juré, donc les gens, les citoyens qui s'en vont être dans le juré, qui sont assis dans une estrade avec un petit muret autour, le juge sur un banc plus haut, la table de l'accusé, la table du défenseur et le public qui est en arrière. Tout ça dans une pièce fermée parce que c'est quand même c'est des sujets qui sont graves souvent. Donc, c'est exactement comme ça, mot pour mot, là, que ça se passait en Grèce antique. C'est vraiment un héritage aussi, ça direct qu'on a deux autres. Il va y avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, une guerre généralisée. Je vous l'ai dit, quand ils ne se tapent pas sur la tête entre eux autres, c'est parce qu'on a un ennemi ailleurs qui s'en vient. On a les Perses. Et là, regardez où c'est marqué l'Empire perse. C'est pas nulle part. Hein. Vous les reconnaissez, nos deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, avec Babylone, justement, qui est un petit peu plus basse. Je vais vous demander de descendre, de suivre le Tigre et l'Euphrate et d'aller vraiment à l'embouchure du golfe Persique avec là où les fleuves rejoignent le golfe Persique. Regardez Persépolis. Je fais juste la nommer pour l'instant, mais c'est parce que tantôt je vais en parler. Je veux que vous soyez capable de vous situer dans l'espace. Donc, les Perses, c'est qui? Les Perses, je vous l'ai dit hein, déjà, mais je le répète, donc ils ne s'appelaient pas des Perses, eux autres, ils s'appelaient des Mèdes, peu importe, c'est les mêmes gens. Ce sont les héritiers de notre civilisation mésopotamienne. Donc, c'est un autre peuple qui est venu les conquérir. Ils ont fait un empire. Ça a évolué avec le temps. Ça a pris des centaines et des centaines d'années, mais ils sont l'héritier de cette grande culture-là. Et vous l'avez vu sur la carte, c'est gigantesque l'empire des Perses. Et ils n'ont pas envie de s'arrêter là. Ils sont tous mégalomanes dans cette gang-là. On va le revoir après avec les Grecs qui font la même chose. Donc, ils veulent toujours plus de territoire. Là où ça va commencer à poser problème pour les Grecs, c'est que quand les Mèdes arrivent sur le bord de la mer Méditerranée, sur la côte, ben, on a plein de petites villes grecques parce qu'on a des gens qui sont allés faire des comptoirs commerciaux et qui ont créé des nouvelles villes. Ces nouvelles villes-là vont tomber sous l'Empire perse parce que c'est des petites villes qui sont pas... L'Empire perse, c'est des milliers et des milliers de soldats. Ils sont pas équipés pour leur faire face. Mais les Perses, eux autres, sont pas trop méchants dans leur façon de faire. Ils arrivent, ils prennent le pouvoir, ils disent soit tu restes là, tu deviens mon vassal, hein, mon sous-fifre, tu me payes une taxe, je te laisse là, ou tu dis non, puis je te décapite. Tu as le choix. Le choix, il est facile. Donc, les gens vont dire on va payer un tribut. Mais à un moment donné, les Perses ils commencent à abuser versus la richesse de ces villes grecques-là. C'est-à-dire qu'elles vont être complètement dépouillées de leur richesse au grand complet. Elles vont devenir très pauvres. Et vont décider donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien à perdre. Encore une fois, on se rebelle parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et là, les Perses vont venir et ils vont en massacrer une bonne gang parce que c'est leur empire. Ils ont le droit de faire ça. Et le problème, c'est que là, l'opinion publique, ça n'existait pas encore vraiment, cette expression-là à l'époque, là. Mais les Grecs vont être vraiment révoltés ailleurs en Grèce de ça. Ils vont dire, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille aider nos frères et nos soeurs, hein, c'est leur famille, c'est leurs descendants qui sont là. Il faut qu'on aille les aider. Fait qu'ils vont aller, ils vont faire une petite coalition ensemble, Sparte, Athènes et plusieurs autres villes. Ils vont aller les aider, ils vont libérer le long de la côte toutes ces petites villes grecques-là. Et évidemment, vous vous en doutez, les Perses, ils sont pas d'accord avec ça. Donc, ils vont revenir avec une armée vraiment très imposante et ils vont prendre ça comme excuse, hein, tout simplement, pour aller, ben là, on va s'en aller en Grèce, et on va les annexer nos fameux Grecs. On va régler la question une fois pour toutes, ils pourront plus se soulever, ils vont avoir été écrasés. Le problème pour les Mèdes, c'est que entre la partie à l'est et la partie de la Grèce à l'ouest, c'est plein de petites îles. Je vais vous le montrer sur la prochaine carte. Non. Il y en a une autre après, probablement, qui va vous la montrer. Là. Mais c'est plein de petites villes, de petites îles, et sur chacune de ces petites îles, il y a des petites villes, et une armée gigantesque comme l'armée des Perses, des Mèdes, ça passe pas inaperçu. Et les Grecs qui sont sur ces îles-là vont prendre des bateaux beaucoup plus rapides, des petits bateaux rapides, et ils vont aller avertir nos Athéniens. Là, Athènes est quand même rendu pas mal fort avec Sparte aussi.
ils vont les avertir et ils vont dire il y a une méchante gang de Mèdes qui s'en viennent, on n'a pas le choix, c'est la guerre. Donc il va y avoir une première mobilisation. Les Athéniens vont décider de partir à l'avant pour laisser le temps aux autres de se préparer puis de monter des armées de plus grande envergure. Et ils vont aller où? Ils vont aller à la ville de Marathon. Un marathon, il y a peut-être d'entre vous qui faites de la course, vous connaissez c'est quoi des marathons, 5, 10, 15, 20 et autres. C'est de la course à pied. Pourquoi un marathon, ça s'appelle un marathon? C'est à cause de la ville de Marathon. Pourquoi? Mais parce que quand nos Perses, là je pars vraiment dans l'histoire, j'essaie de rendre ça intéressant, j'espère que ça marche. Nos Mèdes, quand ils vont arriver avec les bateaux, ils vont arriver, donc ils vont longer la côte et ils vont arriver en vue de la ville de Marathon. Et au lieu d'avoir une ville devant eux, ils vont avoir des centaines de citoyens athéniens en armure, prêts à les phalanges hoplitiques, hein, c'est encore la phalange, qui sont prêts sur la plage, prêts à les recevoir. Ils vont dire ah ouais, ok. Fait que là, ils vont arriver, ils vont débarquer sur la plage. Mais c'est des centaines de bateaux, fait que c'est pas tout le monde, ils n'ont pas eu le temps de préparer cette attaque-là, ça va être un petit peu le chaos, ce qui va faire en sorte que les Athéniens, non seulement ils vont être capables de garder le terrain à leur avantage, mais ils vont remporter les batailles qui vont... donc un bateau accoste, les armées perses descendent, y ébattent, un autre bateau accoste, les armées perses débarquent, y ébattent, au lieu que ce soit vraiment un flot immense qui les submerge. Ils sont capables de garder leur terrain, c'est des excellents militaires par la même occasion. À part l'agriculture, ils s'entraînaient à la guerre, c'est à peu près juste ça. Finalement, donc le roi des Mèdes, là, je vous donne pas les noms parce que les noms c'est Darius et ainsi de suite. C'est pas important ces noms-là pour nous. Il va retourner sur son... En fait, lui, il est resté sur son bateau, mais il va dire on arrête cette attaque-là, ça marche pas. On va continuer notre chemin et on va aller attaquer Athènes. Si les Athéniens sont là, ils ont eu l'information que c'était les Athéniens. Si les Athéniens sont là, il n'y a plus personne dans la ville pour la défendre. Donc, ils vont prendre les bateaux. Et les Grecs, ils vont voir ça, ils vont les voir descendre, mais eux autres, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Là. Il n'y a pas 15 millions d'options. Et il y a un gars qui va partir, là, encore une fois, je ne vous donne pas le nom, c'est pas grave. Il va partir à la course. Il va être sur la plage, on va dire, il faut avertir Athènes, il faut avertir la population. Il va laisser tomber son bouclier, ses armes, il va enlever son armure et il se met à courir. Il se met à courir, je pense, c'est au-dessus de 60 km de Marathon. Là, sur la carte, vous l'avez. Donc, de Marathon jusqu'à Athènes. Il serait arrivé à Athènes en disant on en a battu une bonne partie, mais ils s'en viennent. Et la légende veut, hein, parce qu'évidemment, il faut que ce soit épique, qu'après avoir délivré son message, il est mort d'épuisement à ce moment-là. Mais aussi, pendant que lui court, le reste de l'armée s'en vient en marchant et en arrière. Ils sont quand même... c'est des gens qui sont en forme. Donc, pendant que l'armée s'en vient en le suivant, lui est mort. Les citoyens... pas les citoyens, il reste quelques hommes, mais à peu près pas. Là. Mais les gens, la population d'Athènes va s'enfuir de la ville et va aller se réfugier dans les montagnes en arrière. Et quand les bateaux des Mèdes vont arriver, ils vont trouver une ville qui est désertée. Ils vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les Grecs vont réarriver à ce moment-là et ils vont les battre cette fois-là sur la mer. Ça va être une bataille navale. Pourquoi? Cette fois-là, je vous l'ai dit, les Grecs ils se sont virés vers la mer Méditerranée pour faire du commerce. Ça fait des centaines et des centaines d'années à ce moment-là. Donc, ils sont habitués de se déplacer en bateau. Ils ont beaucoup de bateaux, les Athéniens. Ils ont un port directement en bas de la ville pour se rendre, là, qui leur appartient. C'est un petit peu plus loin, là, mais peu importe. Et ils ont des bateaux ils sont habitués de se défendre sur mer. Ils sont habitués de faire la guerre sur mer. Ils ont un avantage que les Mèdes n'ont pas, c'est-à-dire qu'en avant du bateau, ils ont ce qu'on appelle un éperon. Donc, on a la coque du bateau et on a tout simplement un long beam de bois. Là, des fois, il est travaillé, des fois, il n'est pas travaillé, qui dépasse, mais pas en hauteur, là, pas comme les proues des bateaux pirates qui sont travaillés et qui sont beaux. C'est vraiment juste un beam de bois. C'est quoi le but? Les Athéniens ils vont aller se cacher un petit peu plus loin sur leur bateau, sur le nord. Ils vont attendre que le vent soit favorable. Et quand les Perses vont arriver vis-à-vis le port d'Athènes, le vent et la marée est favorable. Les Grecs vont descendre avec leur bateau. Mais au lieu d'accoster bateau sur le côté du bateau et de se battre, encore une fois, référence louche à Pirates des Caraïbes, mais ça illustre bien ce genre de situation-là si vous n'avez pas vu les films. Les Grecs, eux autres, ils font juste foncer à pleine vitesse vers les navires Mèdes et ils rentrent dedans. L'éperon va percuter la coque.
du bateau Mède. Le bateau coule. Les gens, les Mèdes, les guerriers Mèdes, savent pas forcément nager. C'est pas parce qu'ils sont sur des bateaux qu'ils savent nager. Pourquoi? Ben parce c'est des agriculteurs, c'est des esclaves, c'est des gens que l'empereur a conscrits, hein, les a obligés d'aller à la guerre. C'est pas des navigateurs obligatoirement. Donc les Grecs vont vraiment quasiment, j'exagère, mais anéantir l'armée des Mèdes. Le roi va prendre la fuite, il va retourner de bord, il va prendre la fuite, il va falloir attendre quelques dizaines d'années avant que son fils ose, pas mal de temps après, ose une deuxième attaque. Donc c'est une grosse victoire, et c'est une grosse victoire pour Athènes, parce que les autres villes n'ont pas eu le temps d'intervenir, en fait, avec la façon dont ça s'est passé. Donc le prestige va vraiment entièrement à Athènes. C'est vraiment le début là, de l'hégémonie athénienne sur le continent. Oui, excusez, je reviens ici. Là. Donc, vous le voyez, là, ces batailles navales-là, avec mon image du bas. Et aussi, vous le voyez, donc, ils font pas juste se rentrer dedans, hein, c'est aussi des batailles vraiment à la lance et à l'arc. J'allais oublier de vous en parler, je remonte à ma carte qui est à droite, en haut, à côté de Marathon. Les Thermopyles, Thermopylae en anglais, là, je m'excuse d'avoir mis une carte en anglais. Les Thermopyles. Je repars sur une autre histoire. Les Thermopyles, vous l'avez peut-être vu dans le film 300. Le chiffre 300. Ils ont osé faire un deuxième puis un troisième. J'ai pas osé les regarder parce que les critiques sont vraiment mauvaises. Mais le premier film 300, ça raconte les Thermopyles. Les Thermopyles, c'est quoi? Ben justement, le fils, je pense, Xerxès ou c'est Darius, peu importe lequel est le père, lequel est le fils, pour venger cet affront que son père a subi, va décider de retourner en Grèce. Et là, les Spartiates vont faire la même chose que les Athéniens. Ils vont dire, ben, nous, on va aller se battre en premier et on va donner du temps aux autres armées pour se préparer. Mais pour faire ça, incluant l'armée spartiate, pour qu'elle ait le temps de se préparer, ils vont partir 300 Spartiates seulement. Là, excusez-moi, les Spartiates, c'est vraiment une civilisation, c'est une cité, excusez-moi, qui est purement militaire. C'est-à-dire qu'à Athènes, vous pouvez aller voir des ruines, vous pouvez aller voir les vestiges de cette ville-là. Ça, puis parce que c'est la capitale de la Grèce. Mais Sparte, les images qu'on en a aujourd'hui, ce sont des champs. Ça a été recouvert par la végétation. Il n'y a à peu près aucun grand bâtiment qui a survécu de Sparte parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Parce que c'était vraiment une société très dure. Il le montre dans le film, si vous ne l'avez pas vu. C'est beaucoup travaillé au niveau de l'image. C'était pas un mauvais film, mais c'est purement de l'action. Avec bien des gars en chess, avec de l'huile. Je ferai la parenthèse sur l'huile d'olive et l'éducation sexuelle des jeunes plus tard. Oui, ça va aller là. Ça fait partie de la société à l'époque. Mais bref, les Spartiates, c'est vraiment là, à partir de 7-8 ans, on commence l'entraînement militaire jusqu'à 20 ans, non-stop. Et à partir de 20 ans, ils travaillent pas dans les champs, les Spartiates. Ils ont des esclaves qui travaillent pour eux, et eux, c'est de l'entraînement militaire et c'est du combat à vie. Malheureusement, la vie ne durait pas longtemps quand tu passes ta vie à faire des combats. Mais c'est vraiment des excellents, excellents guerriers. Et ça va paraître sur le champ de bataille. Aux Thermopyles, c'est un petit peu la même chose que Québec. La ville de Québec, je sais pas, je vous rappelle des notions d'histoire du secondaire 4. Le mot Québec en amérindien, ça veut dire là où le fleuve se rétrécit. Et pourquoi les Amérindiens d'une part, mais pourquoi les Français ont décidé de créer la ville de Québec à Québec? Ben, c'est parce que si on avait la flotte anglaise, parce qu'à l'époque, l'ennemi des Français, c'était les Anglais, si on avait des centaines de bateaux anglais qui arrivaient en même temps, ben, à Québec, le fleuve devient très large, il devient très étroit. Donc, on peut les gérer un à un, ouais, un petit peu comme sur la plage de Marathon. Ben, les Thermopyles, c'est le même principe. On a une armée. Xerxès, lui, il va pas faire la même erreur que son père. Il va faire débarquer son armée à terre et il va dire on va les submerger par le nombre. C'est ce qui se serait passé. Mais les Spartiates vont choisir les Thermopyles parce qu'ils connaissent le terrain. Et en fait, les Thermopyles, c'est d'immenses montagnes. Et au centre, le passage des Thermopyles, c'est un corridor assez étroit. Donc, ils vont se dire peu importe le nombre d'ennemis qui s'en vient, on va être capable de les retenir un certain temps. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est vrai, ils vont tous mourir, les 300 vont mourir, mais ça va donner lieu à la légende. Et c'est pas juste une légende, là, ils ont vraiment existé, ces 300-là. Mais ils vont durer des jours et des semaines à retenir une armée perse immense.
c'est vraiment des stratèges, hein, et des militaires aguerris, donc qui vont être capables de faire face à ce nombre incroyable-là. Allez écouter le film si ça vous tente. 300, tapez 300, vous allez l'avoir en streaming, c'est sûr. C'est un bon divertissement par la même occasion. Ça va donner le temps pour vrai aux autres armées en arrière de se préparer. Ils vont, une fois coalisés, les armées spartiates, Corinthe, Athènes et ainsi de suite, vont vraiment réussir donc à renverser une deuxième fois l'armée des Mèdes. Mais les Mèdes vont avoir fait une erreur grave cette fois-là. C'est qu'ils vont rentrer dans Athènes et ils vont la piller, ils vont détruire des temples, ils vont voler les richesses, parce qu'encore une fois, la population s'était sauvée pendant cette guerre-là. Je passe les détails. Mais ça va emmener vraiment une volonté de vengeance de la part des Grecs. J'en reparle avec Alexandre le Grand. Donc, deuxième défaite des Mèdes. Les Mèdes retournent en Médie, les Perses retournent dans le royaume perse, nos Grecs n'ont plus d'ennemis communs, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à se retaper dessus les uns les autres. Ça, c'est l'histoire de la Grèce depuis le début. Malheureusement pour eux, il n'y a pas d'unité à ce moment-là. Dans ce chaos-là, suite avec donc les Thermopyles, on va avoir cette période-là donc d'accalmie, entre parenthèses. Et là, Athènes, qui encore une fois joue un grand rôle avec Sparte dans cette deuxième bataille-là, va prendre un rôle très important où, dans la Ligue de Délos, donc la voici ma fameuse carte là, où je vous présente toutes les petites îles qu'il y a entre la partie est, donc vous avez Kyria et compagnie là, à droite. C'est vraiment la Ligue de Délos, l'île de Délos, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est au centre. L'île de Délos, c'est comme la Ligue béotienne, c'est vraiment plein de villes en fait qui vont dire, ben on s'est alliés ensemble contre les Mèdes, on est sorti victorieux, on est sorti vainqueur de ça, donc on va rester alliés ensemble. Mais cette fois-là, au lieu que ce soit militaire, ça va devenir économique. On va s'entraider, on va devenir une force économique plus puissante. Le problème, c'est que les humains sont des humains. Donc, au début, la Ligue de Délos, c'est sur la capitale, c'est sur l'île de Délos. Mais Athènes a tellement de prestige suite aux deux guerres contre les Mèdes qu'ils vont tout simplement décider de prendre le trésor et de le ramener à Athènes, aussi simplement que ça, sans demander l'opinion des autres, parce que c'est eux qui ont l'armée la plus forte à ce moment-là. Et ils vont tout simplement piger dans ce trésor-là, qui est un trésor commun de toutes les villes ensemble. Et ils vont l'utiliser pour embellir la ville. Je vais vous donner des exemples après. Et ils vont aussi l'utiliser pour mater les autres villes qui vont... là, j'ai des exemples, mais je ne rentre pas dans les détails. Il y a une ville qui veut sortir de la Ligue de Délos. Mais Athènes s'en va là avec l'armée. Il tue les dirigeants et il les oblige à réintégrer la liste de Délos, la Ligue de Délos. C'est plus tout à fait de la démocratie, même si à Athènes, pour les citoyens, ça reste de la démocratie. Donc, là, voici mon exemple de... je ne sais pas si dans la représentation là, sur le site web que vous avez consulté, vous pouviez y avoir accès à cette statue-là. Regardez Athéna qui tient Athéna dans sa main. C'est quand même impressionnant. Donc, Athéna dans la main est à peu près la taille d'un humain. Hein. Vous voyez l'homme qui est à terre à côté. Ça, juste faire attention, c'est une représentation. La statue a été pillée bien longtemps avant qu'on soit là. Donc, c'est une représentation 3D là, à côté de la photo de l'humain qui a été mise. C'est ce qu'on appelle une statue chryséléphantine. Chryséléphantine, c'est un terme précis pour les œuvres de sculpture. Il faut que tu aies deux éléments. Il faut que tu aies de l'or, vous l'avez vu, la robe et ainsi de suite. Et il faut que tu aies de l'ivoire. Éléphantine, éléphant, donc l'ivoire. Cette statue-là a été faite en majorité d'ivoire et d'or. Ça a été, écoutez, je ne mets même pas de chiffres, j'en ai aucune idée, là, mais regardez encore une fois l'image. En bas, la fresque, c'est des humains quasiment de taille proportionnelle, tout plaqué or. La robe, le bouclier, le serpent, écoutez, c'est vraiment gargantuesque. Pourquoi? Ben parce que sur l'Acropole, le Parthénon, là, vous êtes familier avec le Parthénon maintenant, je ne reviens pas sur ces détails-là. Le Parthénon donc était un temple pour Athéna. Mais c'était aussi en arrière la salle du trésor. C'est là qu'ils mettaient le trésor de la Ligue de Délos, qui est devenue la Ligue d'Athènes par la même occasion. Et ils vont s'en servir vraiment, là, comme je vous dis, de façon éhontée pour garder ce monopole-là de la part d'Athènes.
Donc, le Parthénon, vous êtes allé le visiter, vous êtes supposé avoir fait quelques recherches là-dessus avec votre travail de l'atelier sur l'Acropole, mais quand même, donc, c'est un lieu religieux purement, c'est pas là qu'ils font la politique. Il y a différents temples pour différentes divinités, et le Parthénon, c'est vraiment, encore une fois, payé avec l'argent de la Ligue de Délos. C'est vraiment un monument somptueux, avec les colonnes, là, donc là je vais le dire parce que vous êtes supposé m'avoir rendu le travail, peu importe. Les colonnes, donc, qui ont, quand on s'éloigne, ça a un effet d'optique que les colonnes sont déformées. Ben, les Grecs ont, encore une fois, un niveau technique très avancé. Ils font des colonnes qui sont plus étroites au sommet, qui sont plus arrondies au centre et qui redeviennent plus étroites à la base, parce que quand on s'éloigne, quand on est loin, ben là, les colonnes ont l'air au contraire droites au lieu d'avoir une espèce d'effet convexe au milieu de la colonne. Donc c'est vraiment c'est des gens qui ont des techniques et des connaissances mathématiques absolument fantastiques à cette époque-là. Donc, je passe pas plus de temps que ça là-dessus, parce que, évidemment, ça va amener une autre guerre, hein, parce que si Athènes prend le dessus comme ça, les gens vont pas être contents. Donc on va avoir, ben là, il n'y a plus d'ennemis extérieurs, on va avoir une guerre entre les Grecs, la guerre du Péloponnèse. Le Péloponnèse, c'est la partie, en fait, c'est Corinthe, Sparta, c'est Sparte. Hein. Donc c'est toute cette partie-là, c'est une presqu'île. Ça, c'est le Péloponnèse. Et ils vont avoir des alliés comme Thèbes et ainsi de suite, parce que Thèbes est fâché contre Athènes. Contre la Ligue de Délos. Hein, officiellement, ça s'appelle encore la Ligue de Délos, mais en fait, c'est. Vous l'avez d'ailleurs, Délos au centre de la mer. C'est Athènes qui dirige tout ça. Et ça va être vraiment une guerre fratricide. Vous le voyez sur l'image de la poterie qui a été représentée. Hein. C'est pas des Mèdes qui sont à terre, c'est des Grecs. Et c'est des Grecs avec des boucliers contre des Grecs avec des boucliers qui vont se battre les uns contre les autres. Donc, une guerre fratricide, excusez-moi, qui va durer très longtemps, des dizaines et des dizaines d'années. Ça va être par la même occasion une guerre très meurtrière et très coûteuse. 5/6 du trésor d'Athènes va être dépensé dans cette guerre-là, de ce qui est resté évidemment. Donc après ça, il n'y a quasiment plus de trésor de Délos, il n'y a plus d'avantage pour les autres villes de rester alliées avec Athènes. Il y a énormément je pense que c'est un tiers de la population mâle évidemment, qui va mourir dans cette guerre-là. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts chez les Grecs. Ils ne sont pas capables de s'entendre ensemble. C'est un malheur pour leur civilisation à l'époque. Le moment où ils vont être capables de se réunir encore, c'est grâce à un étranger, un Macédonien. La Macédoine, donc le Macédonien, c'est celui qui est en haut à gauche, c'est Alexandre le Grand, j'y viens tout de suite. C'est pas lui tout de suite qui va être le premier à intervenir, c'est son père. Donc la Macédoine, regardez l'empire d'Alexandre. En fait, il faut partir complètement à gauche. Vous avez l'Italie là, qui ressemble à une botte juste en dessous de la photo, de l'image d'Alexandre, avec la Grèce qui est en plus clair sur la carte. La Macédoine, c'est un tout petit pays, en fait c'est une région actuellement, qui est juste au nord de la Grèce. Ça a donné la salade macédonienne, si vous connaissez. Sinon, je vous invite à chercher des recettes sur Internet, c'est bon. Le père d'Alexandre va voir donc la Grèce en ruine parce qu'ils sont en train de se battre entre eux. Il va dire, c'est ma chance, comme n'importe qui le fait dans les rois à l'époque. Et il va vraiment donc marcher en Grèce et il va prendre une bonne partie contrôle d'une bonne partie de la partie occidentale, pas occidentale, continentale, excusez-moi, de la partie vraiment, il ne touchera pas aux îles, mais tout ce qui est sur la terre ferme, il va s'attaquer à une bonne partie de ça. Le problème, c'est qu'il va être assassiné, et c'est son fils Alexandre, qui est très très jeune à l'époque, je me souviens plus de son âge, là, mais très 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 jeune, genre 12-13 ans à peu près, qui va récupérer le titre. Mais tout le monde s'attendait à faire comme bon, ben c'est fini, les Macédoniens, il est bien trop jeune, il ne fera pas grand chose. Mais ça va prendre quelques années, autour de 15, 16, 17 ans. Il va recommencer la politique active de son père et il va conquérir non seulement la Grèce, mais vous l'avez vu sur la carte, il va conquérir tout le royaume des Perses, des Mèdes. Il va aller en Égypte, il va contrôler l'Égypte également. Donc ça va être vraiment un exploit là, au niveau des Macédoniens de ce côté-là qu'on n'avait jamais entendu parler avant ça. Alexandre le Grand, il est connu pour énormément de choses. C'est un des personnages que vous aviez le choix de choisir pour votre travail de recherche. J'en dis pas trop, mais j'en dis quand même un peu parce qu'il est fascinant. C'est lui qui va fonder Alexandrie. Je vous en ai parlé en Égypte d'Alexandrie. C'est lui qui va la fonder. Il faut faire attention, il ne va pas fonder seulement Alexandrie en Égypte.
il va en fonder une dizaine d'Alexandries, une quinzaine d'Alexandries, un peu partout dans le royaume perse, dans le royaume en Grèce, en Égypte et ainsi de suite. Il va en fonder vraiment beaucoup. La seule qui va perdurer dans le temps, c'est celle d'Égypte. C'est pour ça que c'est celle qu'on connaît. Mais Alexandrie, hein, mégalomane, le monsieur, il donne son nom aux villes. Il veut passer à la postérité et ça va fonctionner. Un excellent stratège et il aurait été béni des dieux. D'ailleurs, quand son père meurt, il dit c'est pas grave, oui, je le pleure, là, mais c'est pas grave, c'est pas lui mon père. Puis les gens auraient fait de quoi tu parles. Il dit non, mon père c'est Zeus. Donc, ça vous en dit déjà un petit peu sur le personnage. Il va faire des batailles gigantesques, il va se rendre à Babylone, il va se rendre à Persépolis, c'est pour ça que je vous demandais Persépolis sur la carte tout à l'heure. Il va prendre le contrôle, en fait, les Perses, le roi perse va fuir devant l'efficacité de l'armée d'Alexandre, et quand il arrive à Persépolis, le roi meurt, je me souviens plus s'il est tué par sa propre population parce qu'ils n'ont plus confiance en lui. Je me souviens plus, c'est flou, mais peu importe. Il va être sacré par les Perses de Persépolis, il va être sacré empereur du royaume perse. Donc, il est le seul dans l'histoire de l'humanité à avoir établi un empire qui inclut et une portion européenne et une portion asiatique. Parce qu'il va se rendre jusqu'à l'Indus. L'Inde, c'est le fleuve principal qui coule en Inde. C'est dans la vallée de l'Indus que la civilisation indienne va se développer. Donc, c'est vraiment immense. Et il va prendre les bons coups des Perses, c'est-à-dire qu'il va laisser les représentants politiques en place locaux. Il va leur dire, ben, tu deviens juste mon vassal, tu deviens juste mon sous-intendant, mais c'est mon royaume à moi. Donc, c'est très, très, très imposant. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce qu'il y en a énormément à dire sur Alexandre. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il va finir par mourir, parce que ça va nous arriver à tout le monde, mais il va mourir assez jeune, mi-trentaine, si je me souviens bien. De façon assez con. Il va être en train de faire des travaux pour assécher des marais. Il va se faire piquer par des moustiques. C'est ce qu'on pense maintenant avec la médecine moderne qui a été faite sur les tests qui ont été faits. Et il serait mort du paludisme ou d'une autre maladie assez bête après 3-4 jours de fièvre et de délire. Donc, c'est triste parce que, ben, c'est triste, ça dépend de qui, mais il s'en allait, là, il avait tourné son regard vers l'ouest, donc un petit peu comme l'Empire romain va faire, hein, conquérir le bassin méditerranéen. On pense que c'est vers là qu'il se dirigeait, et peut-être que les Romains ne seraient pas arrivés à ce qu'ils ont fait si Alexandre avait continué ses conquêtes. On ne le saura jamais, l'histoire, elle est finie de ce côté-là. Donc, une fois qu'Alexandre meurt, je vous présente son tombeau par la même occasion, que vous pouvez aller voir au musée d'Alexandrie. C'est un... Excusez-moi, laissez-moi juste retrouver le terme parce que ça, c'est quand même intéressant. Retour à Babylone, cercueil anthropoïde. Anthropoïde, ce que ça veut dire, c'est que dans ce cercueil de pierre-là, il y a un deuxième cercueil. Le cercueil, à l'intérieur, il est en or, si je me souviens bien. Il est tout aussi gravé, aussi sculpté, aussi complexe que celui-ci. Et à l'intérieur, là, on retrouve le corps d'Alexandre. Donc, c'est vraiment... c'est grandiose, là, vous le voyez, juste par la taille de la sépulture. Mais Alexandre donc va mourir et on va rentrer dans notre troisième période grecque, la période hellénistique. Ça, c'est un terme important, hellénistique, subtil, subtil. La période hellénistique, c'est quoi? Ben, c'est l'empire d'Alexandre qui est divisé. Donc, la partie en verte, c'est la Macédoine, c'est Antigone le Borgne qui va avoir cette partie-là. Cassandre et ensuite Antigone, donc on appelle ça la civilisation antigonide. La partie brune va être donnée à Lysimaque, mais il va tomber et elle va être séparée entre les Séleucos et Antigone le Borgne. Bref, peu importe. La grande partie de l'empire perse, vous le voyez, va atterrir entre les mains de Séleucos. Séleucos, c'est le nom du gars, c'est les Séleucides, mais le premier, c'est un des 5 généraux d'Alexandre, il s'appelle Séleucos. Je fais une parenthèse pour détendre l'atmosphère un peu. Séleucos en grec, ça veut dire lapin. Et l'anecdote coquine, ce serait une raillerie face à ses habitudes sexuelles. C'est pas moi qui le dis, c'est les historiens, c'est les documents qu'on a retrouvés par l'époque. Donc, est-ce qu'il faisait l'amour comme un lapin ou est-ce qu'il a eu plein d'enfants comme un lapin parce qu'il faisait tout le temps l'amour? Je le sais pas, je veux pas le savoir, mais je trouvais ça drôle quand j'ai lu ça, fait que je vous le cite, ça fait une petite bulle relax à travers la matière. Et l'autre qui nous intéresse, c'est les
Ptolémée, et l'Empire ptolémaïque, donc notre empire d'Égypte, qui va nous amener par la suite jusqu'à Cléopâtre. J'en parle pas de Cléopâtre, j'en ai parlé la semaine passée, et je vais en reparler un petit peu avec César la semaine prochaine. Donc, l'Empire est divisé, comme à chaque fois, hein, quand on n'a pas un personnage fort qui est capable de tout centraliser, ça se recomplique. Ça va pas durer X... Ah, excusez-moi, le voici, notre empire ptolémaïque. C'est celui qui va durer le plus longtemps, d'ailleurs. Hein, les autres royaumes vont finir par se casser la gueule, si vous me permettez l'expression. Mais l'empire ptolémaïque va être vraiment celui qui dure le plus longtemps. Avec notre fameuse Cléopâtre avec une dinde sur la tête. Non, c'est vraiment... C'est un oiseau divin, là. Je fais du mauvais esprit. Je vous montre cette photo-là parce que je fais ma transition vers où quand je vous montre cette photo-là. C'est supposé vous sonner quand même une petite cloche. On est à Rome, hein, en Italie. Donc le Colisée, j'y reviendrai au Colisée la semaine prochaine. En fait, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on n'a plus d'ennemis communs, les Grecs commencent à se retaper dessus entre eux. C'est d'ailleurs pour ça que l'Empire est séparé. Et les Grecs vont dire, ça marche pas. On n'est pas capable de s'entendre. On va appeler quelqu'un pour nous diriger parce qu'on n'est pas capable de se diriger nous autres mêmes. C'est un bel état de conscience par la même occasion. Et ils vont appeler pour vrai les Romains. C'est pas les Romains vont faire des petites incursions parce que c'est un peuple combattant quand même. Là. Ils vont faire des petites incursions en Grèce. Ils vont pas se faire chicaner parce que les Grecs sont occupés ailleurs. Ils vont dire, ah, ok, parfait. Puis là, les Grecs vont commencer à côtoyer les Romains. Ils vont comme, ah, ok, c'est quand même, ils sont bien établis en Italie, tout ça. Ça s'appelle pas l'Italie, mais peu importe. Et à un moment donné, ils vont dire, écoutez, venez-vous-en, là, puis gérez la situation parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Les Romains vont dire, d'accord. Ils vont annexer la Grèce, mais ils vont laisser toutes les institutions, encore une fois, et ça, ils vont le reprendre. Ils vont laisser les institutions en place, c'est-à-dire que les Grecs vont être encore dirigés par des Grecs, mais il faut qu'ils répondent de l'autorité romaine. Donc, ça va permettre vraiment de structurer. Les Romains vont dire, les guerres entre vous autres, c'est fini. Vous gérez votre commerce, vous gérez votre politique, mais il n'y en a plus de guerre. Donc, oui, ça va fonctionner d'aller appeler les Romains en renfort. Pourquoi les Romains, je vous le présente parce que je vous titille pour la semaine prochaine. C'est des excellents combattants. Je vais en reparler de cette technique-là hein, qui va supplanter la phalange hoplitique, une nouvelle technique de guerre. Je vous le dis tout de suite, ça s'appelle la tortue. Je reviendrai dans les détails la semaine prochaine là-dessus. Je fais un bond dans le temps jusqu'à 212, excusez-moi, pas si grand que ça quand même. 212, l'édit de Caracalla, ça aussi j'en reparlerai la semaine prochaine. Mais l'édit de Caracalla, il est important. Pourquoi? Parce qu'il va donner la citoyenneté romaine à tous les hommes, évidemment. Encore une fois, on est en civilisation antique, là, on n'est pas encore rendu là. Mais à tous les hommes qui sont dans les provinces annexées par l'Empire. Donc, en 212 après Jésus-Christ, les Grecs vont officiellement devenir des Romains, même s'ils habitent en Grèce. Les pays n'existent pas encore comme ils le sont aujourd'hui. Donc, l'édit de Caracalla va vraiment dire, vous êtes des Romains, vous agissez comme des Romains. Et à partir de là, il n'y a vraiment plus vraiment de discernement entre les Grecs et les Romains. D'ailleurs, je vais le répéter la semaine prochaine, mais on parle de culture gréco-romaine. Les Romains ont fait tellement d'emprunts aux Grecs et vont s'inspirer tellement fort des Grecs qu'on parle d'une civilisation gréco-romaine. Je finis avec, oui, ma structure sociale. Je vais voir le temps qui est passé ensuite pour voir si je fais un petit bond dans la mythologie. Vous l'avez vu, mais je le répète, donc on a nos citoyens, notre structure sociale, on a nos citoyens. Pour être citoyen, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faut être né d'un père et d'une mère qui sont nés dans cette ville-là. La mère n'a pas le statut de citoyen, donc elle doit être née d'un père citoyen pour pouvoir donner le nom, le titre à son fils. Les femmes sont, vous le voyez, pas mal plus bas dans la hiérarchie. Avant ça, je vais le faire dans l'ordre. Donc les citoyens, et encore une fois, les citoyens, c'est vraiment le statut social, le titre de citoyen, c'est les hommes qui l'ont, mais il y a des disparités. Tu as des citoyens excessivement riches, tu as des citoyens excessivement pauvres, c'est pas parce que tu es citoyen que ça va bien dans ton quotidien. En dessous de ça, on a des métèques. Des métèques, c'est des Grecs, encore une fois. Mais par exemple, j'habite, je sais pas, à Sparte ou à Délos ou peu importe, et je suis attiré par la richesse d'Athènes, donc je quitte ma ville dans laquelle je suis citoyen et je m'en vais vivre à Athènes, eh bien je deviens métèque. Impossible de devenir citoyen, il faut être né. Donc c'est vraiment familial, tu ne peux pas devenir citoyen en Grèce antique. Mais métèque, tu es libre au niveau, tu peux faire du commerce, tu es un homme libre, tu peux vaquer à tes occupations.
Contrairement à nos deux classes qui nous restent, les femmes. Les femmes, c'est dans le gynécée. Le gynécée, c'est une pièce réservée aux femmes dans la maison, l'arrière-boutique, entre parenthèses. La procréation, élever les enfants, s'occuper de la maison. Je m'excuse, mesdames, si ça vous offusque, mais c'était ça dans les sociétés à l'époque. Et ça l'est encore dans bien des sociétés aujourd'hui, par la même occasion. Mais donc un rôle traditionnel, entre parenthèses, rien d'extraordinaire de ce côté-là. Et les esclaves, donc, c'est des objets, hein, comme je vous l'ai dit, en Égypte et comme je vous l'ai dit en Mésopotamie. Mais je fais la nuance ici. Un citoyen pauvre qui, mettons, se serait endetté en prenant des emprunts pour être capable de faire son commerce ou labourer sa terre et ainsi de suite, pouvait devenir esclave pour un autre citoyen. Mais là, c'était des contrats et c'était à durée déterminée. Donc, pour payer ma dette à Boris, je ne sais pas si vous connaissez Boris, c'est un autre prof d'histoire au cégep, pour payer ma dette à Boris, je m'engage en tant qu'esclave pour une durée de 8 mois, l'équivalent du travail qui va payer cette somme-là. Montrez pas cette vidéo-là à Boris, il va sauter sur l'occasion pour me revenir avec ça. C'est pas vrai, mais donc c'est pas parce que tu es citoyen, c'est pas parce que tu es esclave que tu es esclave à vie, mais quand tu naissais d'esclave, donc les prisonniers de guerre ou des gens qui ont été capturés, si tu naissais d'un esclave, tu étais esclave à vie dans cette situation-là. Donc petite nuance. Je fais juste un petit bond dans le temps, voir quelle heure il est. Je vais me permettre un petit 10-15 minutes sur la mythologie parce que je sais que ça en intéresse plusieurs. Je vais fermer les notes, je vais y aller vraiment de mémoire pour vraiment pas rentrer dans les détails. Cosmogonie, création de l'univers, et théogonie, création des dieux et de la terre et des humains par la suite. Donc vraiment la création du monde selon les Grecs. Vous allez voir, on est pas mal inspiré. Donc, ma première divinité, c'est Gaïa. Elle serait sortie du néant, une des filles avec Thanatos, autre dieu Thanatos, le dieu de la mort. Il était représenté avec une faux, donc un long manche avec une lame au bout, comme notre mort est représentée dans notre société. L'autre divinité donc primordiale, c'est Gaïa. Gaïa, c'est la terre. Vous allez peut-être entendre ça dans des chansons ou dans des films. Le terme Gaïa est encore beaucoup utilisé de nos jours. Gaïa va donner naissance à des premières races, les Atlas. Donc c'est le Atlas et ses frères. C'est ça que ça fait quand je fais pas de notes, mais je veux pas m'éterniser. Donc Atlas et ses frères vont être vraiment les premiers descendants de Gaïa. Pourquoi il tient la terre à Atlas? C'est parce qu'il va y avoir une guerre contre Zeus. Ils vont la perdre et ça va être sa conséquence à Atlas là, de soutenir la terre pour l'éternité. Grosse conséquence. Mais donc, c'est les premiers dieux, d'une certaine façon, qui vont être présents sur la terre. Ils vont façonner la terre par la même occasion, la rendre habitable. On a également une autre race, mais qui est aussi descendant de Gaïa, donc d'une certaine façon, ce sont les frères des titans, excusez-moi. Donc Atlas, c'est un titan avec les autres. Les cyclopes, c'est comme des titans, mais ils ont juste un œil au milieu du front. Je pense, c'est-tu dans Harry Potter qu'on en a des cyclopes? Je pense pas dans les films, mais dans les livres, je pense qu'il y en a. Bref, encore une fois, très connu dans notre culture populaire, les cyclopes. C'est une des races de Gaïa. Il va y avoir donc le couple principal, le couple des rois des titans, c'est Cronos avec sa femme Rhea. Et Cronos a entendu, je sais pas par qui, une prophétie disant qu'un de ses fils le renverserait, le renverser égale le tuer. Donc Cronos, en tant que bon père de famille, va vouloir prévenir la chose et il va gober ses enfants, il va les manger, il va les avaler tout rond. Il mastique pas beaucoup, par exemple, parce que ils vont rester dans son ventre, dans son estomac, ses enfants. Et Rhea, qui est sa femme, voit donc ses premiers enfants mourir comme ça, mangés par Cronos, son mari. Belle relation de couple. Et elle va se décider donc au petit dernier, Zeus, par la même occasion, sur leur enfant, de jouer un subterfuge absolument grandiose. Elle va emmitoufler dans les vêtements du bébé une roche. Et Cronos, un grand génie alerte de son environnement, va prendre la roche, va la gober d'un coup, va jamais se rendre compte que c'était pas un bébé. Je critique pas. Et il va penser que tout est beau. Mais Rhea, elle va prendre Zeus, elle va s'en aller où? En Crète. Hein, je vous l'ai dit, les Crétois, les Minéens vont influencer beaucoup les Grecs. Elle va se réfugier dans une grotte, dans une montagne sur l'île de Crète, et elle va élever
avec l'aide de Gaïa, qui est la grand-mère de Zeus. Elle va élever Zeus. Zeus va revenir, et va se venger de son père, comme la prophétie l'avait dit. Il va chopper sa gorge, il va le tuer, et il va l'éventrer pour libérer ses frères et sœurs. Et ça va fonctionner. Donc le voici, Zeus, le dieu de la foudre, par la même occasion. Ça, ah non, c'est Thor dans les Avengers, j'allais dire, on les voit dans les Avengers. Vous le voyez dans Percy Jackson, j'aime pas beaucoup cette série-là, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup référence à... En fait, c'est exactement la mythologie grecque. Donc, Zeus va tuer son père, va libérer ses frères et sœurs qui sont encore dans son ventre. Je vous présente la trilogie la plus importante. Donc, Zeus, Poséidon, Poséidon, donc, qui est le dieu des océans, des mers et des océans. Il y a une quantité phénoménale de sous-divinités qui le servent et qui font partie de sa cour, puis la divinité des sources, la divinité des cours d'eau, la divinité des lacs, ça finit plus, là, c'est polythéiste, je vous l'ai dit, là, ça l'est longtemps. Mais Poséidon, avec son trident, hein, qu'on connaît encore aujourd'hui dans notre société, sous différentes représentations, souvent les affaires nautiques ont ce genre, ces liens-là avec Poséidon. Et l'autre frère, c'est Hadès. Hadès, en fait, c'est l'Hadès. L'Hadès, c'est l'enfer. Donne son nom à Hadès, ou l'inverse, je ne me souviens plus, mais ça revient au même. Hadès est en Hadès, en enfer. Et il a un chien à 3 têtes, Cerbère, pour protéger l'entrée de son royaume. Le chien à 3 têtes, Harry Potter 1, là, je ne rentre pas dans les détails, vous l'avez probablement vu ou lu. Donc, grosse influence, encore une fois, dans notre société. Ces trois-là vont créer le monde, vont battre les titans dans une grande guerre, la titanomachie, une grande guerre contre les frères et sœurs de son père, donc de leur père. Ils vont les battre, ils vont les enfermer dans le Tatar. Le Tatar, c'est le sous-sol de l'enfer, donc ils sont vraiment rendus profonds. Et ils vont réussir ça en s'étant alliés aux hommes. Les humains sont apparus à travers cette histoire-là. Et pour les récompenser, en fait, les dieux vont leur donner la terre. Eux, ils s'en vont dans le mont Olympe, l'Olympie, les Jeux olympiques, par la même occasion. Ils vont aller vivre dans leur royaume en haut du mont Olympe. C'est une montagne gigantesque en Grèce. La légende voulait que les dieux habitent au sommet de là. Et il va donner donc le reste de la terre aux humains. Et il va leur apprendre l'agriculture, il va leur apprendre à construire des affaires, mais il ne veut pas leur donner le feu, et il ne veut pas leur donner, je pense que c'est, peu importe, je ne me souviens plus autre chose, mais il y a un dieu qui a aidé Zeus qui va dire non, il faut leur donner, c'est Prométhée. Prométhée va voler le feu, il va le voler à Héphaïstos. Héphaïstos, c'est le dieu des artisans, de ceux qui fabriquent les choses. Il va voler le feu d'Héphaïstos et il va le donner aux humains. Et pour la colère de Zeus, Zeus c'est le dieu des dieux, le roi des dieux, donc c'est lui qui prend les décisions, il va se venger de Prométhée, il va le faire attacher en haut du mont Caucase, et à chaque matin, il y a un immense aigle qui va venir y manger le foie de ce côté-là. Il va venir manger son foie, et pendant la nuit, c'est un dieu, fait que le corps se régénère, et le lendemain, il se refait manger son foie. Pauvre Prométhée pour avoir voulu aider les humains, et le tourment éternel. Donc, c'est quelque chose aussi, le Prométhée, qu'on entend parler. Encore une référence à un film, je vous ai dit que j'aimais bien les films. Le Prométhéeus dans La Matrice, c'est le nom du vaisseau sur lequel Neo et l'équipage sont. Donc, le Prométhéeus, encore une fois, culture populaire, aujourd'hui, c'est encore présent. On a également là, le rôle des femmes. Hein, je voulais quand même faire une petite parenthèse sur le rôle des femmes. Pandore et sa boîte. Pandore, en fait, ça aurait été la première femme qui aurait été acceptée dans le cercle des dieux. Et chaque dieu lui aurait donné un cadeau à Pandore, en fait, l'agilité, être capable de faire des enfants, hein, donc il justifie le quotidien. Et à travers ça, il y aurait eu, je pense que c'est Athéna, qui lui donne la curiosité. Et la curiosité va la pousser à ouvrir une boîte que Zeus lui avait donnée en lui disant « Il ne faut jamais que tu l'ouvres. » Pourquoi tu lui as donné, mais bon. Et la curiosité va faire en sorte que Pandore ouvre la boîte, et dans cette boîte-là étaient contenus les épidémies, les maladies, la tristesse, l'anxiété, tous les maux que les humains peuvent vivre. C'est une belle façon, pourquoi je fais la parenthèse de Pandore, c'est parce que c'est une belle façon de justifier que tous les problèmes sur la Terre sont la faute des femmes. C'est con, mais dans la société grecque, c'est comme ça qu'ils se justifiaient, malheureusement pour ça.
Donc, c'est un mythe, hein. On ne sait pas si la boîte de Pandore existe, on ne sait pas si Pandore existait, mais c'est comme ça que eux justifiaient la présence des maladies, des épidémies et tout ça sur la Terre. Le Panthéon, j'y passe aussi rapidement. Donc, nos dieux, un petit peu comme j'avais fait avec notre Panthéon grec, je vous les présente. Je vous les présente vraiment pas tous. Je vais vous présenter premièrement donc Zeus et Poséidon qui sont à droite complètement, qui sont vraiment les deux dieux principaux. On a ensuite donc Héphaïstos avec son marteau, hein, je vous l'ai dit, le dieu des artisans. Juste à côté, on a Aphrodite avec encore une fois de la nudité. Chez les Grecs, la nudité et ainsi de suite, ça perturbait pas. D'ailleurs, tiens, je vous avais dit, je vous en parlais, je fais la petite parenthèse sur l'huile d'olive et l'homosexualité. Quand on était rendu à l'âge le rite pour passer à l'âge des hommes, dans certaines, c'est pas tout le monde, c'est pas de tout temps, mais à certaines époques de la Grèce antique, un rite c'était qu'on prenait les enfants, les jeunes garçons, et on faisait un voyage initiatique dans les montagnes, et en fait, on leur apprenait comment avoir des relations sexuelles, mais on était entre hommes, donc ça laisse pas beaucoup de place. À part la sodomie, malheureusement, il n'y a pas eu d'autres options avec les hommes. Donc, l'huile d'olive venait servir de lubrifiant. C'est pour ça que j'ai parlé de l'huile d'olive tout à l'heure. Mais c'était vraiment la nudité. Les statues sont souvent nues dans les rues d'Athènes. L'homosexualité est représentée sur des sculptures. C'est vraiment pas des sujets tabous dans cette société-là. C'est pour ça que les divinités, elles aussi, sont représentées totalement nues. En fait, elles sont représentées comme elles sont nées. Quand on sort du ventre de notre mère, on est tous et toutes nus. Donc, c'est pas sujet de tabou pour eux. C'est la religion catholique qui va amener des tabous face à ces sujets-là par la suite. Donc, petite parenthèse, parce que je l'avais dit, je tiens mes promesses. Il y a ça aussi, si ça vous intéresse, il y a des monographies et il y a des pages et des pages de noircis sur ces sujets-là. Moi, je n'irai pas plus loin sur le sujet. Non, je ne ferai même pas la joke. On a Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. On a Arès aussi, qui est son équivalent masculin. Dionysos, vous le voyez, hein, sur du vin. C'était l'autre commerce qu'il faisait. On a Hermès, notre messager des dieux. On a Artémis, qui est vous le voyez, avec l'arc à la main, notre divinité de la chasse et de la nature. Aphrodite, excusez, j'y reviens à Aphrodite, la fertilité, hein, la fécondité, la déesse principale pour les mères qui doivent accoucher principalement. Donc, encore une fois, comme la déesse mère, hein, les statues que je vous avais montrées au premier cours, c'est pas gratuit. Leur dieu à eux, leur paradis à eux s'appelle l'Élysée. Regardez comme ça a l'air le fun. Ça, c'est une représentation qui date de la Renaissance, si je me souviens bien. Là, c'est vraiment pas d'époque, mais c'est comme ça que c'était décrit. Pourquoi je le mentionne, l'Élysée, les Champs-Élysées à Paris. On a l'Arc de Triomphe et on a plus loin, je me souviens plus au bout si c'est le Louvre ou la Tour Eiffel, mais il me semble que c'est le Louvre. Peu importe, on a les Champs-Élysées. Ben, l'Élysée, c'était le paradis chez les Grecs. C'était vraiment... là, je ne ferai pas la citation, je vous la ferai en classe, je ne vous la ferai pas là. C'est vraiment... il fait toujours beau, pas trop chaud, pas trop froid, il y a de la nourriture. Les hommes se pratiquent à guerroyer pour le plaisir parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de maladie, il y a de la nourriture à profusion et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment c'est un lieu paradisiaque. Mais pour ça, ce qui est intéressant avec leur paradis à eux, c'est que c'est dans l'Hadès, donc dans le sous-sol. Le sous-sol est séparé en différentes sections. On a l'Hadès, le côté avec le Tatar, le Tartare, le Tatar, excusez-moi, qui est le côté négatif là, pour les mauvaises âmes, mais on a aussi de l'autre côté donc l'Élysée, mais leur paradis à eux, il n'est pas dans le ciel comme la religion catholique, il est souterrain aussi. Je le mentionne en passant. Le voici, le tartare, je vais finir par le dire comme il faut. Le tartare, donc comme un tartare de bœuf, mais ça goûte moins bon. Là, c'est vraiment pour les âmes mauvaises. Ça, c'est une image, vous le voyez, avec le personnage qui est au sommet de la butte en avant. Là, c'est tiré d'un jeu vidéo. Je me souviens plus du nom, mais c'est un jeu qui est assez populaire ces derniers temps là, avec les divinités. S'il y a quelqu'un qui veut me le dire, je suis preneur. Je m'en souviens plus, je vous l'ai dit, j'étais pas très gamer. Ce que vous voyez en face, là, c'est des colonnes et en haut, c'est pas le ciel, mais c'est bien la terre, parce que je vous l'ai dit, on est en dessous du niveau du sol. Et c'est très scientifique.
il y a un écrivain, je me souviens plus lequel, qui avait dit si on lâche une enclume c'est le gros truc en métal sur lequel on tapait avec le marteau pour fabriquer des affaires en fer. Là. Si on lâche, c'est excessivement lourd. Si on lâche une enclume dans un trou, ça prend 1 semaine de chute libre avant qu'elle touche le sol du Tartare, donc très précis. C'est juste pour dire que c'est excessivement profond. Là. Il y aurait la même distance entre là et la voûte du ciel selon les Grecs. Pour comment on se rend dans le Tartare, pas dans le Tartare, mais dans l'Hadès ou les champs Élysées, il faut payer Charon. Charon, c'est vraiment... Donc, il faut passer le Styx. Il y a plusieurs rivières dans l'Hadès. Le Styx, c'est une rivière de feu. C'est un groupe de musique. Par la même occasion, je vous ai dit qu'il y avait plein d'influences sur notre société. Donc, il faut payer. C'est d'ailleurs pour ça que dans le rite funéraire, les Grecs étaient brûlés. Et ils étaient brûlés avec 2 pièces. En fait, il y a 2 variantes, soit une pièce sur chaque œil, soit une pièce dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'il fallait donner cette pièce-là à Charon, il fallait payer son passage pour se rendre jusqu'au paradis, aux Champs-Élysées. Sinon, on devenait, c'est ce que vous voyez en arrière de Charon, l'espèce de petite silhouette qui est les pieds dans l'eau, on devenait une âme errante, ou dans le bois en arrière là, de la fille, on devenait des âmes errantes si on n'était pas capable de payer Charon pour se rendre jusqu'au paradis. Je ne rentre pas dans les détails des fleuves et compagnie, ce que je pourrais faire, mais je ne le ferai pas. On a 3 juges pour savoir qui va aux Champs-Élysées, qui va dans le Tartare et ainsi de suite. Rhadamante, encore une fois, c'est un boss dans un jeu vidéo. On a Minos, notre fameux Minos, donc des Minoens de Crète. Et on a Éaque qui... non, c'est Minos et Rhadamante qui sont des frères. Éaque, c'est un cousin éloigné, je pense. Donc nos Crêtes, nos Crétois, qui ont beaucoup influencé les Grecs, ils sont même des juges de ceux après la mort. Rhadamante, là, très brièvement, Rhadamante gère les âmes qui viennent de l'Est, Minos gère les âmes qui viennent de Grèce et du bassin méditerranéen, et Éaque gère les âmes qui viennent de l'Ouest. Ils ont chacun leur rôle, puis donc si tu as mené une bonne vie, tu t'en vas. Si tu as payé Charon, tu t'en vas devant eux. Tu as mené une bonne vie, tu t'en vas aux Champs-Élysées. Sinon, damnation éternelle, un petit peu comme notre enfer, là, c'est directement lié. Le Cerbère avec les 3 têtes, j'y reviens pas. Je vais parler d'Hercule un petit peu plus tard, Héraclès. Les moires, ça c'est quelque chose aussi peut-être que vous connaissez. Donc le destin. On a 3, les moires, elles tissent le destin de chaque homme et de chaque dieu. Il faut faire attention, les dieux étaient aussi à la merci des moires. Elles sont elles sont plus puissantes que des dieux. Elles sont des filles de Gaïa également, donc de la déesse terre-mère. Et il y en a une qui tisse, donc qui crée le destin des humains. L'autre qui le tend, si je me souviens bien, enfin, qui le gère. Et la dernière qui le coupe. La coupe, c'est la mort, évidemment. Et dans les récits, donc, il y a des dieux qui essayent d'aller les influencer. Regardez Hercule, le dessin animé vous êtes pas obligé, de Disney. On les voit, les moires, elles sont représentées comme des vieilles bizarres, là, mais peu importe comment elles sont représentées, le rôle est toujours le même. Je vous ai mis une généalogie si ça vous intéresse. Là, on a en haut donc le chaos, là, d'où viennent les premières divinités. Ensuite, on a toutes les titans, là, donc Ouranos, Océanos et ainsi de suite. C'est toutes les titans. Et ensuite, l'autre section en bas, on arrive avec les dieux. Je vous laisse le gérer si ça vous tente. C'est quand même complexe, mais ça peut être intéressant si vous y avez intérêt. Et je finis avec mes demi-dieux parce que les dieux vont venir folâtrer sur Terre. Je prends l'exemple de Zeus qui va prendre l'aspect d'homme, il va prendre l'aspect d'animaux, il va prendre l'aspect de mari d'une femme pour aller avoir des relations sexuelles avec. Donc c'est vraiment des courroux de jupons. Je pense que encore une fois, c'est une façon de justifier le comportement des hommes à l'époque dans la société. On n'est pas avec le code draconien, on est un petit peu plus libertaire de ce côté-là, mais ces accouplements entre les dieux et les humains et humaines vont donner naissance à plusieurs demi-dieux. Je vous en présente quelques-uns. Je vous présente premièrement Héraclès. Héraclès, vous le connaissez très bien, mais vous ne le connaissez pas sous ce nom-là. Vous le connaissez sous le nom de Hercule parce que les Romains vont créer Hercule, mais c'est un copier-coller d'Héraclès. La preuve de ça, c'est les 12 travaux d'Héraclès, les 12 travaux d'Hercule. Donc là, je ne repasse pas là-dessus. Là, je pourrais vous faire la liste, mais je n'ai pas envie. C'est déjà assez long comme ça.
Mais donc, comme je vous dis, là, ça va vraiment influencer énormément les Romains. On a Achille. La légende d'Achille, c'est que sa mère l'aurait trempé dans les eaux du Styx, donc elle serait allée aux abords de l'Hadès, l'aurait trempé, mais elle ne peut pas le mettre au complet parce que sinon il se serait noyé. Donc la seule chose, c'est qu'elle va le tenir par le tendon. Le tendon, c'est en arrière pas de votre poignet, mais de votre pied. Là, c'est la partie qui vous permet de faire ça sur votre pied. Donc, elle l'aurait tenu par le tendon et elle l'aurait plongé le reste de son corps dans l'eau. Il serait donc immortel. Il ne pouvait pas mourir, sauf si, évidemment, la place qui n'a pas été trempée. Et il va mourir pendant la guerre de Troie. Donc, c'est un des héros qui va prendre la ville de Troie dans le périple d'Homère. Et il va être tué par Paris, le gars qui a ramené Hélène à Troie, par une flèche dans le tendon d'Achille. Donc, au niveau médecine, hein, le terme tendon d'Achille, ça reste aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'appelle en médecine, en physionomie. Donc, encore une fois, grosse influence. Le voici, notre Achille. Psycho et Eros. Eros, érotique, vous voyez la représentation. Eros, c'est une femme qui est donc d'une beauté incroyable. Psyché, c'est un dieu, vous le voyez avec ses ailes. Je connais pas beaucoup de personnes avec des ailes. Et ils vont tomber amoureux, il y a toute une histoire, peu importe, je vous ai juste vous les présenter si ça vous intéresse aussi. Ils vont donner naissance d'ailleurs à un demi-dieu qui, voyons, je vais finir par le trouver, je le trouverai pas, peu importe, c'est l'emblème de la beauté chez les Grecs, et il va tomber amoureux de lui-même en se regardant dans un lac, parce qu'il est tellement beau, il paraît qu'il est tellement beau, ce fils-là, qu'il va tomber amoureux de lui-même. L'égocentrisme, mais je me souviens plus de son nom exactement. Peu importe. Et Castor et Pollux, regardez, ça c'est encore une fois, c'est des bâtiments modernes, vous le voyez avec la photo et les gens qui se promènent. Je vous l'avais dit, hein, que la nudité n'était pas un problème pour les Grecs. Donc des statues gigantesques, Castor et Pollux, ce seraient deux frères. Ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est qu'il y en a un ils sont nés tous les deux d'un œuf, de deux œufs. Mais il y en a un qui c'est le fils humain du roi du royaume, et l'autre c'est le fils du dieu qui a eu une aventure avec la mère en même temps. Donc la mère est tombée enceinte du roi humain et du dieu. Là, il y a un fils humain, un fils demi-dieu. Et Castor et Pollux, ça va être des guerriers qui vont être avec Achille pendant la guerre de Troie. Donc, qui ont aussi des rôles... je peux passer encore sur des parenthèses et des parenthèses. Je le ferai pas, c'est passionnant la Grèce antique, là, il y a énormément de stock à dire. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie, c'est des cours à l'université, plusieurs cours à l'université, ces thématiques-là. J'arrête ici parce que je pense que c'est ma dernière. Je veux pas vous matraquer, c'est déjà énormément d'informations. Je vais essayer de rajouter un petit peu plus de texte dans mes prédits pour vous aider dans la prise de notes. Je vous le rappelle, je ne l'ai pas fait au fur et à mesure, mais prenez des pauses. Respirez, prenez des notes parce que vous allez en avoir de besoin. Et je vous revois la semaine prochaine. La semaine prochaine, semaine 4. N'oubliez pas, vous avez une première remise à me faire dans le Léa. Merci, bonne semaine.